Bienvenue chers adhérents, bienvenue chers amis, chers partenaires, chers publics à notre traditionnelle soirée des vœux de la CPME de la Loire. Vous avez une fois de plus répondu présent à cet événement. Vous êtes nombreux avec nous ce soir connectés et effectivement nous avons, comme vous l'avez remarqué, adapté notre format à ce contexte particulièrement inédit. Mais croyez-nous, ce soir, cette soirée sera tout aussi conviviale que celle que vous avez pu vivre avec nous. Alors, ensemble ce soir avec nous sur ce plateau, Marie-Odile Blanc. Marie-Odile Blanc, adhérente de notre pôle Falm, dirigeante du cabinet Blanc-Vert Conseil. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et tous. Ravie de vous présenter Nathalie Ramon-Ballier, notre vice-présidente CPME Loire, en charge de la commission emploi-formation et dirigeante de la société Hollis Conseil. Nous accueillons aussi ce soir Denis Olivier. Alors Denis Olivier, c'est le directeur général de la société Révio, le fondateur de 1000 cantines, mais aussi notre vice-président en charge de la commission développement durable. Bonsoir Denis. Bonsoir Nathalie, bonsoir Mario, ravi d'être avec vous ce soir et de passer un bon moment tous ensemble. Et Marie-Odile, nous avons normalement notre président, mais je ne le vois pas. Ah, alors attends, Nathalie, on me dit dans l'oreillette là, j'entends que Daniel arrive. Salut Dan. Salut Vincent. Ça va? Et toi? T'es prêt, on y va? Allez go. Ah. Nathalie, je vois Daniel qui arrive, Vincent également. On va pouvoir commencer presque à l'heure notre soirée des vœux 2021. Eh bien, c'est une première, une grande première. Et je crois que Daniel est venu accompagner, mais je l'ai vu bien encadré tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit effectivement. Alors, nous sommes heureuses d'accueillir Daniel Villarreal, président de la CPME Loire et dirigeant de la société ICE. Bienvenue Daniel. Merci Marie-Odile, merci Nathalie, Denis, cher Vincent. Bonsoir à tous. Merci, apparemment je suis juste à l'heure alors. Merci Daniel. On est bien. On est bien. Parfait. Bonsoir, bienvenue à Vincent Gallo, dirigeant de Webcam, qui nous accueille dans ces superbes locaux. D'ores et déjà, un grand merci à toi, Vincent. Alors, Nathalie, au menu de cette soirée inédite. Alors, au menu de cette soirée, Marie-Odile, 3 temps forts, comme nous savons les faire à la CPME, vont rythmer cette soirée. Restez avec nous, on vous a concocté un programme sur mesure avec des surprises. Tout au long de la soirée, nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions, de vos questions, de vos remarques dans le live chat afin de nourrir nos échanges. L'adresse du live se trouve sur votre site internet sur lequel vous vous êtes connecté. Et cette participation à ce live vous permettra aussi d'échanger avec nos experts, nos invités sur ce plateau ce soir. Marie-Odile, sans plus attendre, démarrons notre premier temps fort. Alors, qui accueillons-nous ce soir ? Eh bien Nathalie, nous sommes ravis d'avoir avec nous ce soir un expert hors norme, à la fois physicien,
philosophe, prospectiviste, qui a travaillé de longues années aux côtés du prix Nobel Ilya Prigogine, conférencier international, mais également un homme de terroir, puisqu'en réalité, il sera ce soir en direct de son Morvan tant aimé. Autrement dit, je ne te fais pas un dessin, Nathalie, mais à situation hors norme, expert hors norme. Et nous avons eu la chance, Marie-Odile, toi et moi, eh bien, de passer un moment avec lui tout à fait surprenant, tout à la fois intellectuellement particulièrement intéressant, mais en même temps d'avoir en face de nous un homme d'une simplicité et d'une vérité bien, qui nous ressemble à la CPME. Et je pense qu'on pourra dire ce soir que nos adhérents pourront tout à la fois, vous pourrez tous tout à la fois eh bien, prendre du recul, peut-être voir désormais les choses sous un autre angle et en même temps vous sentir extrêmement proche de ce que Marc va nous partager ce soir. Bienvenue, Marc Alévi. Bonsoir, Bonjour Marc. à tous. J'espère que vous allez très bien. Et bon, comme c'est l'occasion, je vous souhaite à tous une super belle année et que tout aille bien pour vous tous au niveau de votre business, au niveau de vos santé, au niveau de vos familles, au niveau de vos amours. Merci Marc, merci pour cette entrée en matière et merci surtout d'être venu nous éclairer sur les défis d'aujourd'hui et de demain que nos dirigeants doivent relever dans un contexte inédit, difficile, que nous traversons depuis un an. Alors Marc, une première question pour toi. La crise que nous traversons est brutale et porteuse de beaucoup de souffrances. Mais pour toi, en quoi est-elle une opportunité à la fois pour nos entreprises et pour nous-mêmes? Elle est brutale au niveau de la pandémie, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on est dans une zone turbulente. En fait, nous vivons une période dans mon jargon que nous appelons une période chaotique et qui se produit régulièrement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, environ tous les 550 ans, en moyenne bien sûr, hein, c'est pas exact, en moyenne tous les 550 ans, il y a un changement de paradigme à chaque fois, il y a une zone comme ça de grande turbulence. Je vous rappelle que le passage de la féodalité à la modernité, c'était la Renaissance, avec une effervescence incroyable, mais aussi des guerres des religions. On a vu la fin du rêve carolingien et le passage du Haut Moyen-Âge à la féodalité, et puis la chute de l'Empire romain. Et tout ça, vous faites le calcul vous-même, vous verrez que c'est à peu près tous les 550 ans. Donc voilà, on est en plein dedans. On est en train de vivre la fin de la modernité avec tout le chaos que ça peut vouloir dire. Les repères d'avant sont plus valides, les repères d'après ne sont pas encore là. Donc permettez-moi le mot, on est un peu dans le bordel. Et notre pandémie là, qui nous embête depuis un an maintenant, cette pandémie n'est jamais qu'une des manifestations parmi bien d'autres de cette chaotisation du monde. Hein. Laissez-moi vous rappeler le dérèglement climatique, la dérégulation des océans, l'effondrement de la biodiversité, la pénalisation de toute une série de ressources non renouvelables, etc., etc. Mais aussi du point de vue humain, les guerres des technologies, les guerres des marchés, les guerres des monnaies, la guerre des normes, la guerre des mainmises militaires, cette fois-là sur les réservoirs de sources. Regardez ce malotru d'Erdogan, ce qu'il est en train de faire. Voilà, tout ça, ça exprime clairement, ça manifeste clairement un changement d'époque. Et c'est là l'important. C'est là l'important, ce changement de paradigme. C'est bien sûr une période chaotique, c'est vrai, c'est compliqué, c'est vrai que ça nous secoue, c'est vrai, mais c'est une grande chance. Nous pouvons enfin réinventer notre avenir. Nous sommes sortis de la logique d'avant, nous pouvons inventer une nouvelle logique. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est évoquer quelques pistes dans 3 domaines. Et le premier domaine que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le domaine de la relation au travail, parce que cette pandémie, elle a changé beaucoup de choses. Elle nous a secoués. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un physicien qui s'appelait Denis Gabor, qui n'est pas bien connu, qui est un Hongrois, qui a eu le prix Nobel. Eh bien, ce physicien a dit un principe, un truc très simple. Il a dit dès que la technique rend quelque chose possible, eh bien les humains le feront. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Eh bien aujourd'hui, les techniques et la technologie numérique permettent à grande échelle la robotisation et l'algorithmisation. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, eh bien nous sommes en train
de vivre une robotisation intensive et une algorithmisation tout à fait extraordinaire. Il est clair, par exemple, que d'ici à 2035, vous voyez, c'est demain matin, d'ici à 2035, 40% de ce qui est aujourd'hui fait par des humains dans les entreprises sera fait par des robots, sera algorithmisé. 30 à 40% minimum et peut-être plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, première piste qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le centre de gravité des activités humaines est en train de se déplacer. Les robots et les algorithmes feront plein de choses, nous débarrasserons d'ailleurs de plein de choses complètement désagréables, dangereuses, fastidieuses, emmerdantes. Et d'autre part, il y a des tas de dimensions qui s'ouvrent. En gros, demain, il y aura trois grandes catégories de métiers. Il y a ceux qui s'occuperont de technologie, bien sûr. Il y a ceux qui s'occuperont de la connaissance, des savoir-faire, de tout ce qui touche à l'activité intellectuelle. Et puis, il y a ceux qui s'occuperont de tout ce qui est la relation humaine. Ce sont les trois grands domaines que j'appelle moi technologiques, noétiques pour ce qui est la connaissance et humanique pour tout ce qui est la relation à l'autre et la communication, l'accompagnement, etc., etc. Ce sont les trois grands domaines et il faut bien savoir, que ça vous plaise ou pas, que tous les métiers vont être touchés par cette vague de robotisation et d'algorithmisation. Voilà, ça c'est une première grande piste. Réfléchissez-y, réfléchissez bien dans votre entreprise, à vous. Demain matin, il va y avoir de la robotisation et de l'algorithmisation, si elle n'est déjà pas là maintenant, et il faut que vous y pensiez. Qu'est-ce qui est robotisable? Ce sera robotisé. Qu'est-ce qui est algorithmisable? Ce sera algorithmisé. Ça, c'est la première piste. Une deuxième piste, vous l'avez vécu, c'est ce que nous vivons ce soir d'ailleurs. Nous sommes en train de faire une magnifique soirée à distance. Donc le distanciel, comme on l'appelle maintenant, a pris sa place. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui sont en train de se transformer. Nous sommes en train de rentrer dans un monde où le télétravail n'est pas une exception. Ça l'était jusqu'il y a quelques années. Il y avait des télétravailleurs, appelons-les comme ça, mais il n'y en avait pas beaucoup. Là maintenant, tout le monde a été confronté à cette idée du télétravail. Beaucoup sont rentrés dans cette logique-là. Permettez-moi de vous dire que la deuxième piste est celle-ci, c'est que c'est irréversible. Il est extrêmement clair que le télétravail va devenir, sinon la norme, du moins une norme, mais avec des conséquences colossales. Les conséquences colossales, c'est par exemple le fait simple que le télétravail ne rentre pas du tout dans le cadre et dans le moule du droit du travail tel qu'il est en France d'une part, et ne rentre pas du tout dans le moule du contrat de travail salarié tel que nous avons l'habitude de le faire. Le contrat de travail salarié, il dit quoi? Il dit trois choses. Il dit qu'il y a une relation de subordination, il dit qu'il y a une obligation de lieu, il dit qu'il y a une obligation d'horaire. Dès qu'on est dans le monde du télétravail, ces trois obligations s'effondrent. Donc ça veut dire que la notion classique de salariat s'effondre avec elle. Nous sommes en train de quitter la logique du salariat industriel, nous sommes en train de rentrer dans une autre logique de rapport entre l'entreprise et ses collaborateurs. Une autre logique qui va impliquer des choses colossales, qui va impliquer par exemple qu'il va falloir que chacun apprenne ou réapprenne à devenir autonome. Autonome, en grec, autos, soi-même, nomos, la norme, devienne la norme de soi-même, c'est-à-dire se mettre au service d'une entreprise, mais selon des comment dont on est maître. Mais autonomie ne veut pas dire indépendance. Loin de là. Autonomie va avec interdépendance. Comment faire pour travailler avec les autres? Comment fonctionner autrement en étant à la fois autonome et interdépendant. Et donc là, on est tout de suite dans une autre notion qui est fondamentale et que vous connaissez tous et qui est en train là maintenant de bouger fortement et de transformer notre monde, c'est la notion du travail en réseau. La notion qui dépasse, sans la remplacer nécessairement, mais qui dépasse la pyramide hiérarchique qui était le modèle organisationnel depuis des millénaires. Eh bien là, maintenant, la pyramide hiérarchique est un modèle beaucoup trop simple, beaucoup trop léger, beaucoup trop rigide par rapport à ce monde qui bouge tout le temps, qui devient de plus en plus complexe. Et il faut passer à autre chose. C'est apprendre à travailler en réseau et à distance. Deuxième piste. Troisième piste, c'est que nous sommes submergés de numérique et histoire de taquiner un peu, on a dit qu'on pouvait faire des surprises et qu'on pouvait faire de l'humour ce soir, donc j'en profite.
c'est que quand on parle de la vitrine de l'informatique et du numérique aujourd'hui, eh bien, regardez, on voit tout de suite la Californie. La Californie, c'est Facebook et autres. C'est ce que moi j'appelle le numérique ludique. Facebook, Instagram, Netflix, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est juste amusant. Ça fait passer du temps, ça permet d'être copain-copain avec des tas de gens, mais fondamentalement, ça ne produit aucune valeur d'utilité économique. Donc, c'est pas là que se situe le numérique de demain. Le numérique de demain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intelligent que ça. C'est quelque chose qu'il faudra manier avec beaucoup, beaucoup de prudence. Comme toutes les technologies, il ne faut prendre une technologie que ce qui est intelligent, que ce qui est vraiment utile et le faire avec frugalité. Ça ne sert à rien de rentrer dans les modes du tout numérique, du tout technologique. Non, il faut raison garder, il faut intelligence garder, il faut sobriété garder. Et donc, je pense que là aussi, il y a une troisième piste. Comment devenir intelligent par rapport au numérique sans devenir esclave de Facebook et de ses petits copains. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir qui est fondamental. Voilà, Nathalie et Marie-Odile, voilà les trois premières pistes que je voulais vous proposer. Merci beaucoup Marc pour ce premier éclairage. Alors Vincent, je me tourne vers toi et j'ai vu que tu acquiesçais régulièrement les propos de Marc. Concrètement, Vincent, comment tu as appréhendé ce changement de la relation au travail? Alors bon, il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Alors effectivement, déjà, on a un surplus d'informations et la grosse difficulté, c'est de faire du tri dans tout ça et de ne pas être surpollué parce qu'effectivement, les nouvelles technologies, c'est extrêmement bien, mais à la fois, ça peut être très néfaste et donc il faut faire très attention par rapport à ça. Pour en revenir à la relation au travail, c'est vrai que nous, on essaie de casser un petit peu les codes. Les choses évoluent. Le pyramidal, effectivement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, notamment avec les générations Y et Z et même les alpha qui arrivent. Alors, chez Webcam, on a pris le parti pris de faire un petit peu différemment. Alors, c'est ce qui commence à se pratiquer. Alors, on critique un petit peu les startups américaines à l'instant, mais c'est ce qu'ils font également. C'est finalement travailler beaucoup sur la communication unilatérale, faire en sorte que les choses soient dites, qu'il y ait beaucoup de transparence, que les informations ne soient pas que descendantes, mais aller vraiment chercher de l'info sur le terrain, valoriser les équipes, faire en sorte qu'ils aient on va dire, du pouvoir dans l'entreprise finalement. Je vois par exemple chez Webcam, un stagiaire qui arrive au bout de 2 jours, il peut proposer une idée, elle peut être écoutée et on peut l'appliquer. Et finalement, peu importe la personne, à partir du moment où c'est une bonne idée et que derrière c'est applicable et qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, on y va. Après, dans les méthodes de management, on est aussi beaucoup plus sur de la valorisation, on va dire, de nouveaux profils émergents. On mise beaucoup sur les talents, parfois des collaborateurs qui sont très jeunes, mais qui ont un aura, qui ont beaucoup plus de facilité à communiquer avec leurs collègues. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut plus facilement manager de façon très latérale, par petits groupes, etc. Merci beaucoup Vincent pour ce témoignage. De rien. Alors, nous démarrons notre première séquence de questions-réponses et plutôt qu'une question, nous avons une intervention de Georges qui dit, à la réponse de ce que tu viens de proposer Marc, qui dit « Chouette, nous allons pouvoir nous consacrer à ce que nous faisons le mieux, collaborer, tisser des liens et donner du sens. » Ah ben écoute, ça c'est un résumé magnifique. C'est vraiment quelque chose que je crois, à laquelle je crois très 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 fort. C'est que la robotisation et l'algorithmisation, il ne faut pas du tout en avoir peur. Bien au contraire, ça va nous débarrasser de toute une série de choses complètement inintéressantes et ça va nous permettre, et ça a été dit magnifiquement là, ça va nous permettre de nous consacrer à ce qu'on fait de mieux et à utiliser notre cerveau et notre esprit de manière un peu à un meilleur niveau et de pouvoir vraiment faire ce que l'homme fait de mieux ou devrait faire le mieux, à savoir inventer un monde qui ait du sens.
Merci beaucoup, Georges, pour cette question et cette remarque. Et merci, Marc, pour ta réponse. Continuez à réagir sur le chat en live. Marc, une deuxième question. Dans ce contexte de changement de paradigme et de pandémie, en quoi la relation à la consommation est-elle modifiée ? Ah ben écoute, là, c'est relativement simple. Il suffisait d'ouvrir les yeux autour de soi cette dernière année pour voir que des tas d'habitudes des ménages ont été transformées radicalement. Moi qui vis, comme tu l'as rappelé, dans ce beau pays du Morvan, qui est un pays de la ruralité profonde, eh bien, on a vu la plupart des gens retrouver le chemin de la petite épicerie locale plutôt que d'aller à la ville voisine dans les grandes surfaces, d'une part, et d'autre part, ils n'achètent plus la même chose, ils ne regardent plus leur alimentation de la même manière, ils ne regardent plus leur vestimentation de la même manière, et donc il y a là quelque chose qui est en train de changer. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est durable ou c'est juste une réaction épisodique à une situation anormale? Je n'en sais trop rien, évidemment. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a toute une série de choses qui sont quand même changées chez beaucoup de gens. Alors, essayons de regarder ça de manière un peu plus éloignée. La première piste que j'aimerais vous proposer est la suivante. C'est de dire très clairement, à 80%, les ressources que nous utilisons dans le monde, nous les humains, sont des ressources non renouvelables. Alors on nous bassine à longueur de journée avec les ressources renouvelables, la transition énergétique, tout ça c'est bien gentil, mais ça correspond à 20% de nos besoins. 80% de nos besoins aujourd'hui sont toujours clairement approvisionnés par des ressources non renouvelables qui diminuent. Quand on puise dans un réservoir et ce réservoir ne se renouvelle pas, forcément, le niveau baisse, et un jour, il n'y en aura plus. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes plus, et ça, c'est les mots importants, nous ne sommes plus dans une logique d'abondance. Nous sommes dans une logique, au contraire, de pénurisation d'énormément de ressources. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que pour autant, nous devons tous nous serrer la ceinture et devenir des ascètes, si je me permets le mot, des ascètes anglaises? Je ne pense pas, non. Je pense qu'il va falloir avoir un autre mot en bouche, un autre mot dans l'esprit, c'est le mot frugalité. Et le mot frugalité, pour moi, il est précieux. Il faut cultiver la frugalité. Qu'est-ce que ça veut dire la frugalité? Dans tout ce que nous faisons, il faut que nous fassions moins, mais mieux. Donc, c'est-à-dire quantitativement moins et qualitativement mieux. C'est ça la frugalité. Est-ce que nous avons besoin de tout ce que nous achetons, de tout ce que nous consommons? Est-ce que c'est vraiment indispensable? On en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce que ça, c'est donner du sens à sa vie aussi. On en reparlera dans le troisième épisode. La frugalité, c'est se dire, mon temps est précieux. Il est extrêmement précieux, c'est une ressource non renouvelable, définitivement non renouvelable, et j'ai un quota qui m'a été donné. Comment vais-je faire pour utiliser ce temps à être le mieux possible dans ma vie, dans l'existence et dans le monde? Ne pas gaspiller. Ah tiens, voilà la frugalité. Ne pas gaspiller, ne plus rien gaspiller, ne plus rien faire qui ne soit inutile. Ça, c'est la première piste, c'est la frugalité. La deuxième piste, eh bien, elle se raccroche tout de suite à cette notion d'utilité. Nous sommes dans un monde qui économiquement parlant, est un monde qui est né avec la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, vous le savez tous, ça a deux piliers. C'est une économie de masse. Il faut produire beaucoup, il faut vendre beaucoup, il faut consommer beaucoup, il faut investir beaucoup. Donc nous sommes bien dans une économie de masse. Et que pour pouvoir écouler ce qu'on produit beaucoup et donc vendre beaucoup, il faut avoir le prix le plus bas possible. Et toute l'histoire du management du XXe siècle a été la mise au point de toute une série de techniques pour faire baisser les prix de revient, de manière à faire baisser les prix de vente et de profiter au maximum des effets d'échelle que ça produit. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, c'est juste un petit retour en arrière dans les années 1980. On a là un phénomène qui s'est passé. C'est que pour faire baisser les prix, on a commencé à lésiner sur la qualité. Et la qualité a baissé. On est rentré dans le garbage products, dans les produits qui sont pas bons. Mais évidemment, à prix bas.
Et puis on entend des phrases incroyables, des phrases qui disent simplement, mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens d'acheter beaucoup des choses à bas prix, excusez-moi, qui sont de très mauvaise qualité? Hein, mon grand-père, qui est un bon paysan flamand, disait, je ne suis pas assez riche pour me payer du bon marché, parce que le bon marché, ça finit toujours par coûter beaucoup trop cher. Eh bien, moi, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est passé au début des années 80 et qui est en train de se développer maintenant. C'est que nous quittons progressivement, et je dis bien progressivement et lentement, mais nous sommes en train de quitter la logique économique de prix bas pour rentrer dans une logique économique de la valeur d'utilité. La valeur d'utilité, ça c'est quelque chose de fondamental, c'est ma deuxième piste. Il est évident, me semble-t-il, que le bon marché, eh bien, il ne dure pas, il n'est pas utilisable très longtemps, il tombe en panne, il faut le réparer, etc., etc., etc. Et donc finalement, au bout du compte, sur l'ensemble de la durée de vie de ce produit très bon marché de mauvaise qualité, eh bien, on va dépenser beaucoup d'argent pour le maintenir en utilisabilité. Alors regardons plutôt la valeur d'utilité. Au-delà du prix, je n'ai pas dit que le prix n'a pas d'importance, je dis simplement que ce n'est plus qu'un des facteurs de décision d'achat et que la valeur d'utilité est beaucoup plus importante que la notion de prix. Et ça, c'était donc la deuxième piste. Et la troisième piste, la troisième piste, elle est la suite logique de ce que je viens de dire. La troisième piste, c'est dire, moi, entreprise, comment je fais? Comment je fais pour augmenter la valeur d'utilité de mes produits? Baisser son prix de revient, ça je sais faire. Ça fait un siècle qu'on s'escrime à mettre en place toutes sortes de techniques pour faire baisser les prix de revient et ça va, on maîtrise bien. En revanche, augmenter la valeur d'utilité, je fais comment? Je fais comment pour augmenter la valeur d'utilité? Je vais voir mes utilisateurs finaux. Et je vais voir comment ils utilisent mes produits. Je vais voir si c'est bien adapté à ce qu'ils font. Je vais voir comment je peux améliorer mon produit. Je vais voir comment l'évolution de mon produit peut accompagner l'évolution de leur métier et de leur savoir-faire. C'est ça que je vais devoir mettre en place. Et pour ça, je vais devoir utiliser mon intelligence, je vais devoir utiliser mon écoute, je vais devoir utiliser ma créativité. Bref, je vais devoir utiliser mes talents et donc investir des ressources immatérielles. Et là, on touche à un point fondamental. C'est que toute la logique industrielle, sur laquelle je crache absolument pas, si on est là, c'est grâce à elle, mais la logique industrielle faisait des économies d'échelle en faisant des investissements matériels. Ici, je vous parle d'augmenter la valeur d'utilité, et augmenter la valeur d'utilité nécessite des investissements immatériels, du talent, de l'intelligence, etc., etc. Eh bien, la grande différence qu'il y a entre les deux logiques, c'est la suivante. C'est que les investissements matériels produisent des effets d'échelle. En revanche, les investissements de ressources immatérielles ne produisent pas d'effet d'échelle. Pardon d'être cru, mais mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait pas un prix Nobel. Multipliez par 2 le salaire de votre ingénieur de recherche et développement, il n'aura pas 2 fois plus d'idées et ses idées ne seront pas 2 fois meilleures. Ça n'est pas vrai. Sur ce qui concerne l'intelligence, ce qui concerne le talent, ce qui concerne la connaissance, il n'y a pas d'effet d'échelle. Nous ne sommes plus donc dans une logique de productivité, nous sommes dans une logique de virtuosité. Ah, voilà la troisième piste. C'est le mot virtuosité. C'est un beau mot. C'est un joli mot. Qu'est-ce que c'est qu'un virtuose? C'est quelqu'un qui parvient à faire des choses que les autres ne parviennent pas à faire. Et quand on est le seul au monde à pouvoir réussir quelque chose, eh bien le prix ne joue plus. C'est celui qui est virtuose qui décide du prix de sa prestation et c'est plus le marché qui décide du prix de sa prestation. Et ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que plus une entreprise est virtuose dans son métier, plus elle est maître de ses prix de vente et donc plus elle est maître de ses marges. Peu importe les volumes. Et nous changeons complètement de logique économique. Regardez aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Le hit parade des entreprises, c'est le hit parade des chiffres d'affaires. Eh bien, moi, pour avoir fait du management de crise dans des entreprises pendant 15 ans, je peux vous assurer que des entreprises avaient des magnifiques chiffres d'affaires, mais avaient un bottom line, donc un résultat final absolument négatif et les amenait à la faillite. Donc, c'est pas le chiffre d'affaires qui est important, c'est la marge qui est important. Et la marge, elle dépend essentiellement de la virtuosité que l'on a. Donc, s'il vous plaît, vous, chef d'entreprise,
cherchez vos points de virtuosité et développez-les. Voilà, c'était ma deuxième petite piste, ensemble de pistes que je vous proposais. Merci, merci Marc pour ces pistes très inspirantes. Alors, j'ai envie de me tourner vers Denis. Et Denis, finalement, j'ai deux pistes à te suggérer, deux questions à te poser. La première, c'est comment dans tes entreprises traduis-tu ce changement de relation à la consommation? Et j'ai envie de te demander aussi, comment est-ce que tu as traduit cette notion de virtuosité dans le même temps dans tes entreprises? Alors, moi, je vais rejoindre complètement ce qu'a dit Marc parce que effectivement, il faut décarboner de façon à avoir vraiment un impact aujourd'hui sur le climat. Je vous rappelle que si l'humain se réchauffe de 2 degrés, il est malade. À 4 degrés, il est en danger de mort. C'est exactement le même parallèle et le même sujet avec la planète. De fait, il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre dans une entreprise qui soient assez simples, d'autres plus conséquentes, et je vais donner quelques exemples. C'est la possibilité notamment de pouvoir dématérialiser ces factures. Plutôt que de les envoyer avec du papier, une enveloppe et un timbre, on peut parfaitement dématérialiser cet acte et l'envoyer par email. C'est la possibilité aussi de prendre des notes avec un pad et ne plus utiliser de papier. Donc ça, c'est des choses simples. Après, il y a des choses qui sont plus conséquentes. C'est par exemple, si la structure le permet et la bonne orientation, de pouvoir monter donc des panneaux solaires sur sa toiture pour décarboner son électricité. Ça, c'est des choses qu'il est possible de faire. Et puis, pour reprendre ce que disait Marc donc, dans son propos, eh bien, effectivement, il faut revoir son business model pour son entreprise, et notamment en proposant des produits qui soient certifiés et renouvelables, mais aussi pratiquer non plus peut-être de la vente, mais de la location. Pourquoi je dis ça? Et j'ai un exemple concret d'une entreprise qui produit donc du compresseur à air, qui jusqu'à présent l'avait à la vente, a changé son paradigme pour passer sur la location. Pourquoi? Parce qu'à la vente, c'était la course au prix pour arriver à obtenir les marchés, alors qu'à la location, du coup, ils vont tout faire pour avoir un produit durable de façon à ce qu'il n'ait pas de coût de maintenance, puisqu'ils seraient donc à même, eux, de pouvoir supporter cette charge. Donc ce sont des changements de paradigme. Je vois que Marc acquiesce. Et c'est donc là où il faut effectivement se remettre en cause et où il est possible donc de faire plus de durabilité. Et c'est quelques conseils, à mon sens, qu'on peut mettre en pratique. Merci beaucoup, Denis. Jingle. Alors de nouveau, un temps de questions-réponses grâce à vos réactions sur le live chat. On a Corinne Maire qui nous dit « L'homme a été suffisamment intelligent pour détruire les ressources de la planète. Comment l'aider à développer une intelligence pour sauver la planète ?» Marc, c'est à toi. Alors là, j'espère que vous avez le temps parce que la réponse à cette question, ça va prendre au moins 3 jours. Ça me paraît extrêmement clair qu'il faut changer d'intelligence. Nous sommes devant un monde qui effectivement n'est plus, comme je le disais tout à l'heure, un monde d'abondance, mais un monde en voie de pénalisation, et que la frugalité est une manière d'exercer une intelligence d'une autre nature. Donc moi, je crois vraiment que l'intelligence humaine est capable de faire mieux et moins. Et c'est toujours mon leitmotiv. Je crois que ces 3 petits mots sont importants. Mieux, mais moins. C'est là où l'intelligence va pouvoir, à mon avis, se développer. Regardez aujourd'hui, c'est une piste. Voilà, allez, allons-y. Tout le monde doit devenir plus frugal. Tout le monde doit tirer un meilleur parti des ressources qui deviennent de plus en plus rares. Jusque-là, je défonce une porte ouverte. Or, regardez autour de nous, personne n'est armé aujourd'hui avec des méthodologies qui permettent d'optimiser cette frugalité. Comment la mettre en place ? Comment définir quels sont les points de gaspillage? Comment on peut faire pour mettre en place une stratégie, que ce soit au niveau du ménage ou au niveau d'une entreprise, une stratégie de tous les jours pour tirer le meilleur parti des ressources de plus en plus rares, donc de plus en plus chères,
qui sont absolument indispensables. Ces méthodologies n'existent pas, ces méthodes n'existent pas, ces accompagnements-là n'existent pas. Donc ceux qui m'entendent et qui ont envie de développer un nouveau métier, en voilà un. Servez-vous. Marie-Odile, une autre question. Alors, je n'ai pas le prénom de l'interlocuteur. Alors, si j'entends Britt de Welcome, le culte de la frugalité, oui, mais que fait-on de la croissance nécessaire à nos économies? Ah, ça c'est une vraie bonne question et je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis. Je crois que la croissance est un mythe. La croissance, c'est la croissance de quoi? Et par rapport à quoi? Si c'est la croissance de la consommation, c'est débile. Si c'est la croissance de la joie de vivre et du bonheur de vivre, ça c'est intelligent. Donc moi je pense qu'il faut vraiment, quand on parle de croissance, arrêter d'écouter le FMI qui parle de croissance quantitative en termes financiers et qu'il faut penser à la croissance de vie avec un grand V, la croissance de bonheur avec un grand B et la croissance de la joie, on y reviendra tout à l'heure, avec un grand J. Donc la croissance, c'est quelque chose qui est vraiment mythologique pour moi. Toute la période d'abondance de la modernité a été construite là-dessus. Nous ne sommes plus dans une logique d'abondance, nous ne sommes donc plus dans une logique de croissance en termes matériels. Ce qui veut bien dire, ce qui ne veut pas dire, plus exactement, que je sois en train de plaider pour ces pseudo-idéologies de la décroissance avec un D majuscule. Je ne parle pas de ça. Je dis simplement que le centre de gravité de la notion de croissance doit être déplacé et qu'il faut parler de croissance non plus quantitative, mais de croissance qualitative. Voilà. Marc, merci pour cette réponse, merci pour vos interventions sur le chat. Continuez à nourrir nos échanges. Et je crois que Marc, c'est une excellente transition avec le troisième temps de nos échanges. Et j'ai donc une dernière question que tu as commencé à évoquer. Plus largement, tu nous parles d'un changement de la relation à la vie. Que veux-tu dire exactement ? Eh bien, écoute, Nathalie, vous avez eu la gentillesse de me présenter comme physicien et prospectiviste d'un côté, mais aussi comme philosophe d'autre part. Je pense que c'est pas mal aussi d'avoir un regard plus philosophique sur les choses qui sont en train de nous arriver. Je pense que la pandémie nous a amené à avoir un regard plus profond. Un regard plus profond sur la vie, sur l'existence. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes psychologiques liés notamment au confinement ou simplement à la privation d'un certain nombre de libertés de manœuvre. Beaucoup de gens, quelque part, se sentent complètement désarçonnés par rapport à une vie qui semble leur échapper, qui quelque part, leur paraît fade ou leur paraît absurde. Et donc, moi, je pense que ces questionnements-là, ils sont extrêmement riches. Il ne faut pas pleurnicher sur les aspects psychosociaux de la pandémie. Je crois au contraire que c'est une grande chance. C'est que les bonnes questions sont en train de sortir et que se sentir quelque part mal à l'aise dans sa propre existence, c'est une source incroyable de rebond personnel. C'est de se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel sens je vais donner à ma vie? Et voilà, là on est au cœur, évidemment, du questionnement philosophique, mais qui n'est plus dans les bouquins, dans les bibliothèques, avec des noms qu'on préfère ne pas trop entendre parce que ça a l'air lourd, ça a l'air compliqué. Là, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours qui nous questionne. Je fais quoi de ma vie? Je fais quoi de mon temps? Je fais quoi de quelque chose c'est ma première piste, ma santé. Tant qu'on est en bonne santé, on ne s'aperçoit pas qu'on est en bonne santé. C'est normal d'être en bonne santé. Mais dès le moment où il y a une pandémie qui déboule, à ce moment-là, on commence à se dire, oh putain, mais qu'est-ce que je fais pour ma santé là? Comment je vais faire pour rester en bonne santé? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ça, on me dit son contraire, on me dit noir, on me dit blanc, on me dit bleu, on me dit rouge. Je fais quoi? C'est quoi ma décision? Je mange comment? Je vis comment? Je rencontre l'autre comment? Et donc, on est bien devant quelque chose qui aujourd'hui est très très clair. Et ça, les différents sondages que j'ai pu voir, les différentes études que j'ai pu voir ces derniers mois le démontrent, c'est que la santé aujourd'hui passe avant la fortune. Donnez-moi d'abord les garanties de me permettre de vivre en bonne santé et puis pour gagner ma vie, pour aller en voyage et en vacances, on discutera après. Mais d'abord, revenons à l'essentiel, ma santé.
Et qui est responsable de ma santé? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est l'État qui est responsable de ma santé ou est-ce que c'est moi qui suis responsable de ma santé ou est-ce que c'est mon tout-bit qui est responsable de ma santé? Qui a la responsabilité fondamentale de la santé de chacun? Eh bien ça, c'est une question à se poser. C'est une question fondamentale. Donc la santé, première piste, est en train de devenir, est déjà un patrimoine qui est reconsidéré économiquement et qui ne l'a pas été ces 30 ou 40 dernières années. On considérait qu'être en bonne santé, c'était normal et que la médecine allait résoudre tous les problèmes et qu'on pouvait manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, dormir n'importe où et n'importe comment, etc. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. On réapprend des choses qui sont fondamentales, qui s'appellent l'hygiène de vie. Première piste. Deuxième piste, ben là, on le voit bien. On le voit bien chacun dans les gens qui nous entourent et nous-mêmes probablement. C'est que quand on n'a plus la possibilité d'avoir toutes les libertés de mouvement, dès le moment où on n'a plus le même choix dans les magasins, par exemple, dès le moment où la possibilité d'accéder aux sources d'approvisionnement se restreigne, on se dit, ben, je vais acheter quoi? Je vais dépenser mon temps comment? C'est quoi l'essentiel et c'est quoi l'accessoire? Ouh! Voilà une question philosophique. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est dans mon essence, donc? Et qu'est-ce qui me donne sens? Et qu'est-ce qui est accessoire? Nous avons, il faut le reconnaître, dans les 50 dernières années, nous avons eu la tête qui a été complètement tourneboulée et nous avons complètement chaviré dans comment je vais dire ça moi, dans le délire de l'accessoire, dans le délire du non nécessaire, dans la folie du caprice. Et puis là, brutalement, il y a un virus à la con qui débarque et hop, on est reconfronté à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Alors là, eh bien, c'est une question qu'on peut se poser en tant que personne, bien entendu, mais je pense qu'on doit se la poser en tant qu'entreprise aussi. Qu'est-ce qui est essentiel pour mon entreprise? Qu'est-ce qui est accessoire pour mon entreprise? Et alors, je vous donne un conseil qui n'est pas le mien, qui est celui de Sénèque, un des grands représentants du stoïcisme romain. Sénèque qui disait « l'accessoire, oublie-le, parce que l'accessoire est une source d'esclavage ». C'est parce que vous êtes lié à la soif d'accessoires que vous devenez esclave de vos propres caprices. Alors là, on est dans du questionnement philosophique, j'entends bien, mais il est quotidien, il est dans la réalité quotidienne. Et donc, je pense qu'il faut y réfléchir. Maintenant, si quelqu'un me dit, ben non, moi, mon bonheur absolu, c'est de vivre dans l'accessoire et dans le futile et dans le frivole, très bien, mais c'est un choix à ce moment-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est voulu. Ce n'est pas quelque chose qui est subi, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par le monde extérieur. Voilà. Donc, la question vaut la peine d'être posée, mais je suis au regret de vous dire que je n'ai pas de réponse universelle entre ce qui devrait être essentiel et ce qui devrait être accessoire. C'est à chacun de le décider. Je demande simplement qu'on ne fasse pas l'économie de la question. On est en train, troisième piste maintenant, on est en train de redécouvrir une différence essentielle qui avait été soulignée par Spinoza à l'époque. On est donc au XVIIe siècle. Hein, et Spinoza disait il y a une grande différence, une énorme différence entre le plaisir, le bonheur et la joie. Et Spinoza disait ceci, le plaisir se prend, c'est de la consommation. On prend le plaisir là où il est. Hein, on le dit d'ailleurs en français, je prends plaisir à. Hein, donc je prends du plaisir à quelque chose qui me vient de l'extérieur. Donc c'est le plaisir, pardonnez-moi, le plaisir est lié quelque part à un acte de prédation. Le bonheur, le bonheur, ça on ne sait plus sous quel ton il faut chanter ce mot-là, tellement on l'entend. Et Spinoza dit non, le bonheur, c'est quelque chose que l'on reçoit. On n'en est pas maître du bonheur parce que, dit-il, enfin, il ne le disait pas comme ça, mais je traduis dans la langue du XVIIe siècle, bonne heure et malheur, H-E-U-R en français, c'est pas l'heure de la montre, heure H-E-U-R, ça veut dire la chance. Donc avoir du bonheur, c'est avoir de la bonne chance, et avoir du malheur, c'est avoir de la mauvaise chance. Et que donc Spinoza dit, et il a raison, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre bonheur, nous ne sommes pas maîtres de notre malheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui vient et que l'on reçoit éventuellement
Et puis il continue, il dit, alors il reste la troisième valeur, et celle-là, elle est colossalement importante, c'est la joie. La joie, avec une majuscule d'ailleurs, la joie, celle-là, elle ne se prend pas, elle ne se reçoit pas, la joie, elle se construit. C'est un acte de volonté que de dire, je vais vivre ma vie dans la joie. Je veux cultiver ma joie de vivre. Et ça, c'est quelque chose qui dépend de nous. Ça dépend du regard et des lunettes qu'on met sur son nez, du regard que l'on pose sur le monde, sur la relation à l'autre, sur ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Et là, on est en train de le réapprendre, ça. Nous étions dans une logique de plaisir absolu dans les années 80, 90 et 2000. Et là, on est en train de se dire, la course au plaisir, c'est Sénèque qui le disait, je m'excuse de revenir sur Sénèque, mais le plaisir, c'est un esclavage. Et la liberté, ce n'est pas le caprice. Quand on dit à quelqu'un, c'est quoi? Moi, je l'ai fait quand j'ai donné des cours de philo à l'université. Je commençais toujours par demander à mes étudiants ce que c'était que la liberté. Et les trois quarts me répondaient, la liberté, c'est quoi? C'est faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Et je leur répondais, non, ça, c'est pas la liberté, ça, c'est le caprice. Et être libre, ce n'est pas être capricieux. Être libre, c'est choisir son chemin pour donner du sens à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on devient. C'est donc choisir le chemin qui donne de la joie de vivre, au-delà de tous les plaisirs et tous les bonheurs, sans du tout refuser ni les plaisirs, ni les bonheurs. Donc la troisième piste, c'est cultiver la joie de vivre. Et vous êtes des chefs d'entreprise, je crois que dans l'entreprise, ce mot est important. C'est des entreprises joyeuses, où l'ambiance de travail est positive, où les gens sont bien. C'est pas une question de plaisir ou c'est pas une question de bonheur, c'est juste, on est content, vraiment content de pouvoir faire ce que l'on fait, parce que ce que l'on fait donne du sens et donne de la valeur à soi-même. Et ça, c'est la joie. Donc, c'était la troisième piste. La quatrième piste maintenant, c'est la relation à l'autre, l'interdépendance à l'autre. J'ai parlé tout à l'heure de l'interdépendance quand je parlais de l'autonomie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on redécouvre. On est en train de se dire que finalement, dans un monde où la crise pandémique restreint le champ des libertés et restreint le champ des possibles, on se rend compte qu'on est vraiment interdépendant. On est vraiment interdépendant, non pas de quelque chose qui est lointain et anonyme et vaguement symbolique. Non. On est interdépendant de celui qui est pas loin, de celui qui est à côté, de celui qui est le voisin. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de ressurgir, c'est l'attachement communautaire. Attendons-nous bien. Quand je parle de communautaire, je parle évidemment pas de communautarisme. Je parle pas de ce sectarisme fermé qui se construit sur la haine de l'autre. Non, pas du tout. Je vous parle de communauté de vie, c'est-à-dire de ces relations qui font partie du quotidien, qui nourrissent le quotidien, qui construisent le quotidien et qui apportent cette fameuse joie dont je vous parlais il y a 2 minutes. Eh bien, moi, je pense qu'il faut concevoir l'entreprise comme étant une communauté de vie. C'est pas une machine à sous mécanique, c'est un organisme vivant, une entreprise, avec des organes qui s'appellent des êtres humains, et l'ensemble de ces organes fonctionnent ensemble dans un projet commun, porté par une foi dans ce projet commun qui donne sens et valeur à ce que chacun fait à chaque moment. Eh bien, on est bien là dans cette notion de communauté de vie. Et j'oppose, et je sais que c'est politiquement dangereux, mais j'oppose la notion de communauté de vie à la notion de société anonyme. Non pas au sens juridique du terme, mais au sens philosophique du terme, la société de ceux qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas de nom. Eh bien, moi, je pense que nous sommes en train de redécouvrir la dimension communautaire, au sens positif et noble du terme, la dimension communautaire de la vie, et que ces abstractions qu'on appelait la société, le peuple, la nation, bon, ça existe bien sûr, on sait très bien ce que ça veut dire et on sait très bien l'importance que ça peut avoir, mais on commence à se rendre compte que ce sont des notions qui sont lointaines par rapport à la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est la communauté de vie. Ça s'appelle l'entreprise, ça s'appelle la famille, ça s'appelle le quartier, ça s'appelle le village. Et donc là, je pense qu'il y a une reprise de conscience de cette intimité communale, disons ça comme ça. Voilà, c'était la quatrième piste. Et alors, la cinquième piste, celle-là, c'est philosophiquement celle qui me paraît, moi, en tout cas, la plus intéressante et la plus passionnante.
c'est que nous avons pris, je pense, c'est beaucoup d'entre nous, nous avons pris conscience que nous avons fonctionné pendant des dizaines d'années dans un monde où l'essentiel, c'était l'avoir, le posséder, la propriété et le paraître, c'est-à-dire l'image que l'on donne et la situation d'un statut dans une échelle sociale. Et j'ai adoré la remarque de tout à l'heure. Pardonne-moi de ne pas avoir saisi ton prénom, je crois que c'est Denis qui parlait du fait que nous sommes en train d'évoluer d'une économie de la propriété à une économie de l'accès à l'usage, une économie d'usage. Eh bien, là, on est au cœur de quelque chose qui est fondamental. C'est que pendant très très longtemps, la notion d'accumulation, de possession, la notion de propriété était cruciale. On achetait quelque chose et ce quelque chose, on en devenait propriétaire. De plus en plus, c'est pas moi qui l'invente, je ne fais pas d'idéologie, je constate que de plus en plus, il y a des activités qui se font sur l'usage et l'accès à l'usage et plus du tout sur la propriété. Regardez Airbnb, regardez Blablacar, etc., etc. C'est l'usage d'un moyen que l'on achète et non pas du tout la propriété de ce moyen. Eh bien, moi, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Nous sommes de moins en moins dans une logique de la possession, dans une logique de la propriété, dans la logique de l'avoir. Et donc, quand on est dans une logique de l'avoir, on est aussi dans une logique du paraître, c'est-à-dire des signes extérieurs de richesse. Vous connaissez l'expression comme moi, on est dans le paraître. J'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, j'ai un gros ceci, j'ai un grand cela. Eh bien, on était dans cette logique-là, moi comme les autres, on était dans cette logique-là jusqu'au moment où, à un moment donné, et la pandémie est un de ces moments donnés, où la vérité éclate. La vérité éclate, c'est de dire, mais l'avoir ne signifie rien, le paraître est purement futile et furtif. Ce qui est important, c'est quoi? Eh bien, ce qui est important, c'est d'être et de devenir. Être, c'est ce que je suis, c'est mon identité, c'est ce que j'ai en moi, de bon, de moins bon, de valorisable ou de pas valorisable, peu importe, mais c'est moi, mon identité, qu'est-ce que je suis moi, et ça c'est l'être, et le devenir, c'est qu'est-ce que je vais faire pour donner du sens et de la valeur à mon existence, comment est-ce que j'envisage mon devenir à moi, qu'est-ce qui va faire que demain je vais me lever et que je vais construire une œuvre. Parce que je pense, et je terminerai par ça, je pense qu'il est vraiment essentiel d'avoir en tête cette idée toute simple, c'est que vivre, c'est construire une œuvre. C'est faire une œuvre, et tant qu'à faire, autant que cette œuvre soit un chef-d'œuvre. Voilà, donc j'en terminerai là, juste en disant simplement une petite phrase de conclusion, si Nathalie et Marie-Odile me le permettent. C'est que je voudrais simplement vous dire que toutes ces pistes que j'ai tracées avec très peu de temps et un débit trop fort, j'entends bien tout ça, mais je voudrais bien que vous compreniez que je n'ai pas du tout envie de vous proposer des bouées pour vous y accrocher, vous sauver de la pandémie alentour. Ce n'est pas des bouées que je vous propose, c'est des tremplins que je vous propose pour sauter bien plus loin et bien plus haut. Donc il ne s'agit pas de se sauver, il s'agit au contraire, et c'est fondamental, de profiter de la situation chaotique qui est la nôtre aujourd'hui pour réinventer, pour inventer notre futur. Et ça arrive une fois tous les 550 ans et ça tombe sur nous. Elle n'est pas belle la vie? Merci beaucoup Marc, merci pour ces propos qui nous poussent à une profonde réflexion. Je me tourne vers toi maintenant Daniel. Pour toi en tant que président de la CPME, en tant que dirigeant d'ICE, c'est quoi l'esprit de communauté et de solidarité? Ça évoque quoi pour toi? Bien, la solidarité, c'est avant tout la colonne vertébrale de la CPME, c'est notre ADN. L'entraide, l'écoute, la bienveillance, l'empathie sont des valeurs qui nous sont propres, qui nous sont chères et elles sont très importantes dans ces moments difficiles que nous traversons, que vous traversez.
Et le but de cette soirée, c'était aussi ça. Et je suis content que Marc nous ait permis de prendre de la hauteur avec un discours philosophique, mais qui n'est pas dénué d'intérêt économique. Et je trouve que, voilà, même si cette soirée, elle paraît un petit peu frugale en termes de convivialité, pour reprendre les termes de Marc, en tous les cas, elle nous a permis de nous réunir. Et je crois que ça, c'est un vrai début, parce qu'il ne faut pas rester isolé dans les périodes difficiles, il ne faut pas se laisser prendre par le doute, il faut rencontrer ses pairs, échanger et pouvoir partager ce qu'on a sur le cœur, même si ce n'est pas facile à sortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aussi revenir sur une initiative intéressante qui avait été lancée par Olivier Blanc, notre vice-président en charge de l'industrie, qui a créé ce pôle industrie. Et ce pôle industrie, il a été créé, bien sûr, pour partager des expériences et des bonnes pratiques, mais pas dans le but de développer du business et du chiffre d'affaires, dans le but de donner du sens à notre vie d'entrepreneur, de donner du sens à l'entreprise, de travailler notre raison d'être, enfin tout ce que Marc a développé tout à l'heure, parce que je crois que c'est aujourd'hui l'entreprise, l'être humain a besoin de sens. Et c'est grâce notamment à des discours comme ça qu'on pourra voilà, tous ensemble trouver des solutions pour s'en sortir. Merci beaucoup, Daniel. Eh bien, notre dernier temps d'échange, jingle. Alors, autant vous dire que sur ce dernier temps fort, eh bien, nous avons un certain nombre de remarques et de questions. Pour Marc qui est encore avec nous, nous avons Anne qui dit « Bravo, faire passer la croissance intérieure avant tout. L'accessoire est une source d'esclavage, belle idée. » Nous avons une question d'Anne. La joie serait-elle un état d'esprit ? La joie est un état d'esprit. Ah, ça, c'est extrêmement clair et je suis encore une fois heureux que tu puisses souligner les propos de Spinoza et pas les miens. Effectivement, c'est une question de volonté, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de regard que l'on pose sur le monde. La joie, c'est une décision qu'on prend. C'est vraiment une décision qu'on prend. Est-ce que oui ou non, je veux vivre joyeusement? Est-ce que je veux pleinement être dans la joie de vivre? Et ça, quelles que soient les circonstances, eh bien, c'est fondamental. Je donne juste un petit exemple. C'est que, bon, il y a eu, comme vous le savez, probablement des psys et des psychiatres et des psychologues qui ont survécu au camp de déportation nazi et qui ont survécu à la Shoah. Eh bien, ils sont à peu près tous d'accord sur ce point très, très, très simple. C'est de dire que ceux qui ont réussi à survivre, c'est ceux qui ont trouvé tous les jours une toute petite occasion d'être joyeux, de vivre un moment de joie, et c'est ça qui les a fait tenir. Eh bien, je souhaite à personne, évidemment, ce genre d'épreuve épouvantable. Je dis simplement que notre vie à nous, et la manière dont on la regarde, la manière dont on la vit, elle dépend essentiellement de notre état d'esprit, de notre état d'âme, et que, je répète, la question de la joie, c'est une question d'une volonté. On décide de... Voilà. Alors c'est très intéressant, Gaël d'ailleurs nous cite Spinoza dans la droite ligne de ce que tu viens de dire. Et Gaël nous dit « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur ». Et pour poursuivre dans les remarques, beaucoup de remarques, Marc, sur cette partie. Olivier qui nous dit « Merci Marc, la méthodologie de réduction en vue de l'élimination des gaspillages des ressources par l'optimisation des processus de travail et de production existe. Il s'agit du Lean. Cela permet d'être frugal dans l'exercice de son travail, une vraie piste à explorer dans nos entreprises. » Oui, alors il a raison. Si tu me permets un petit mot là-dessus, le Lean Management, je connais ça relativement bien, c'est effectivement une méthodologie très stricte et très, très précise
pour éliminer les gaspillages. Le problème que je vois, c'est que le lean management est vraiment une méthodologie qui fonctionne très bien dans le monde industriel, mais dans le monde de l'immatériel, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que le monde de l'immatériel, la production d'idées, la production de valeur par les idées est quelque chose qui n'est pas mécanique, qui n'est pas une séquence d'opérations élémentaires. Donc le lean management est une magnifique méthodologie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais qui est essentiellement applicable dans le monde industriel, c'est-à-dire dans un monde où on peut décomposer la production de valeur en étapes successives élémentaires. De plus en plus, les entreprises aujourd'hui sont dans une autre logique que cette logique industrielle analytique-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir sérieusement et voir ce qu'on peut en faire. Hein. Merci Marc. Une remarque de Patrick Sautreau. Brillant et humble le garçon, la grande classe et un plaisir à écouter. Good choice. Bon. Et effectivement, de nombreux de nos adhérents vous remercient tous, remercient Marc, remercient nos participants à cet échange et nous disent être dans la coopération pour préparer l'avenir. Voilà, je pense que Marie-Odile... Merci effectivement à toutes les personnes qui réagissent et continuez à réagir en direct sur notre chat. Marc, un immense merci pour ton analyse à la fois éclairante et inspirante pour ce virage historique qui, si je l'ai bien compris, on a vraiment de la chance de le vivre. Hein. Voilà, changeons nos lunettes et on a cette chance-là. En tout cas, en devenant acteur, tu nous l'as dit, ces défis peuvent devenir des tremplins. Alors, finalement, restons confiants dans l'avenir parce que, comme l'a dit Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Marc, tu restes avec nous. On a encore plein de magnifiques surprises et te connaissant un petit peu, ça va te plaire. Nous venons de vivre un magnifique temps fort avec Marc. Alors, c'est quoi la suite? Alors, Marie-Odile, la suite. Eh bien, avant de passer à notre second temps fort, je vous propose de faire le point sur l'agenda de la CPME, voir ensemble quels sont nos prochains rendez-vous à la CPME. Alors, pour ces prochains rendez-vous, eh bien, comme à notre habitude, nous avons nos rendez-vous mensuels, les ateliers Se connaître en adhérant chaque mois, vous voyez les dates s'afficher, nos rendez-vous en terre rouennaise à la rencontre des dirigeants du Rouennais que nous avons initiés en octobre 2020, nos matinales de l'actualité sociale pour progresser et mieux la comprendre. Et comme vous le voyez s'afficher, en juin, nous espérons pouvoir vous retrouver lors de notre soirée Ancien-Nouveau sur un format qui, nous l'espérons, cette fois sera un format présentiel. Format que nous déclinerons sur le territoire de Loire-Nord en septembre. Voilà, Marie-Odile, pour notre actualité. Alors, nous allons passer à notre second temps fort, Marie-Odile. Tu sais, celui que tout le monde attend chaque année, nos adhérents trépignent chaque année. Eh bien, c'est celui du discours de notre président. Alors, cher président, cher Daniel, pour cette année hors norme, explique-nous comment tu t'es préparé pour ce discours. Eh bien, pour une année hors norme, j'ai eu une préparation hors norme. Vous me connaissez tous, vous savez que j'ai l'habitude de bosser énormément mes discours. Et là, j'ai voulu m'imprégner de ce lieu, de cet endroit, connaître l'entreprise de Vincent qui m'a accueilli hier pour la journée. Et j'ai passé la journée à préparer mon discours et j'ai démarré à 8h pétantes. Bah écoute Daniel, moi c'est franchement pas vraiment ce qu'on m'a dit. Ah. Ben oui, j'ai des preuves. Regardez. Eh ben alors là. Bon, cher Vincent, merci pour ton accueil, mais maintenant il va falloir que je me mette à bosser. J'ai un discours à écrire. Hein. Bah, tu fais un peu moins long que d'habitude par contre, hein, s'il te plaît. Parce que d'habitude je fais long. Ça, on me l'avait jamais sorti. Hein. Ça te dit pas qu'on aille boire un petit café quand même avant? Bon, vite fait alors. On a le temps. Hein. Allez. Tiens Daniel, ton café court sucré. Ah nickel, merci, super sympa. Oh, t'as des chocs à pic? Ouais. C'est mes préférés, je peux t'en piquer pour mon 4 heures? Vas-y, fais-toi plaisir, mais tu vas les mettre où? Ah bah je t'inquiète, j'ai toujours mon sac sur moi. Je t'en prie. J'en prends pas beaucoup, hein.
se doit comme ça. Ouais, nickel, t'inquiète pas. Ce qui est bien, c'est que t'es propre comme tu le sais en plus. Ah ouais, non, mais moi je suis organisé. Luc, je suis ton père. Mais je bosse en fait. Puis je m'appelle Julien. Ah, moi aussi je bosse. Je suis en train d'écrire un discours là. Je cherche l'inspiration. Ouais, désolé, mais là, faut vraiment que je te laisse. Là, je suis en train de préparer mon discours et j'ai pas terminé. Hein. Ouais, salut, à plus. Main deuxième joueur, là. Ouais, Ouais, allez, ouais. c'est parti. Mais mettons 150 cm3. T'es sûr? Ouais, je maîtrise. Allez, ça marche. Tu vas perdre, Daniel. Tu vas perdre, Daniel. C'est fini pour toi. Et voilà! Et voilà! Putain, mais. Oh, Bah ouais, Daniel, faut s'entraîner le week-end. mais tu fais que ça dans ta journée, toi. Bien sûr. T'as que ça à foutre. Eh ben, je vais en parler à Vincent, il va être content d'apprendre ça. Hein. Tu veux ta revanche quand même ou quoi? Allez. Allez. Oh, Vincent, t'es en tenue de sport? Bah Comment ouais, ça se écoute. fait? Bah, c'est la salle de sport Welcome là. Oh, fais voir, je peux jeter un œil? Ouais, bien. Bon, je vais faire un discours musclé. Chers adhérents, chères adhérentes, chers amis. Chers adhérents, chères adhérentes, chers amis. Chers adhérents, chères adhérentes, chers amis. Ton discours, Daniel. Ouais, je m'y mets. Salut Greg, c'est Daniel. Oui, salut Daniel. Ça va? Ouais, je suis chez Vincent en face de chez toi. Dis-moi, ouais, je t'appelle parce que je suis en train de répéter mon discours des vœux depuis ce matin. Et là, je suis vraiment à la bourre parce que j'arrête pas. Tu pourrais pas trop traîner. D'accord, je te prépare ça. Merci. C'est bon? Je suis dans le timing? Ah ouais? Ça, c'est du rapide. Bon appétit Daniel. Pas trop long le discours cette année, ok? Oh, s'il te plaît. Ciao. Ah ouais. Bon, t'as vu quand je tombe la veste? Ça change, hein? C'est pas fini, Daniel. La course, c'est pas Eh, fini. oui, mais là, je suis devant. Et là, je vais gagner, là. Regarde. Et là, Tiens, je vais gagner. là, regarde. Oh non! Oh, la carapace! Et voilà. C'est qui a gagné? C'est qui a gagné? Oh, mais t'as vraiment que ça à foutre, toi. C'est pas possible. Ah, là, ça change, hein. T'as vu quand je remonte les manches? Non, tu vas pas gagner. Tu vas Et pas c'est gagner. ça qui me gênait. Regarde, Tu vas pas gagner. je suis devant, tranquille. Oui! Magnifique! T'as vu? Ah, oh, c'est mon métier à la base. Hein. Ouais. Et t'avais pas un discours à écrire, au fait, à ce propos? Si, c'est vrai. Ouais. Ben, je vais y aller, tiens. Et Daniel, cours cette fois. Oh, s'il te plaît. Alors, Daniel, il en est où ce discours? Écoute, j'ai pas mal avancé, mais bon, c'est pas facile de bosser avec tes gars ici. Bah, pourtant, toutes les conditions sont réunies pour bien bosser. Hein. Ouais, mais enfin bon, ils m'ont un peu perturbé quand même. Allez Daniel, on te connaît, tu es beaucoup trop professionnel pour prendre la parole face à tes adhérents sans te préparer. Nous sommes très heureux d'écouter ton discours pour les vœux CPME 2021.
Alors, ce sont les aléas du direct. J'ai été captivée par cette vidéo que je n'avais pas vue. Et donc, je n'ai pas pu discrètement passer l'ordinateur à Daniel. Je le fais donc en direct. C'est vrai, moi aussi j'étais captivé, mais comme quoi, vous allez pouvoir que j'ai bossé. C'est sur le trackpad. Voilà. Ah, c'est le direct, hein. Ah. Attends, j'ai un souci. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Alors, effectivement, nous allons écouter très vite Daniel, et puis le prochain temps fort sera effectivement un temps avec un deuxième expert sur un temps de convivialité. Mais tout de suite, sans plus attendre, le discours de notre président. Merci. Alors, le début, vous le connaissez, hein. Chers adhérents, chères adhérentes, chers amis. Tout d'abord, un petit mot pour vous rassurer, parce que j'ai quand même réussi à préparer mon intervention, malgré les perturbations de tes collaborateurs, cher Vincent. Mais à situation hors norme, discours hors norme, c'est pourquoi cette année, je ne prendrai pas plus de 6 minutes. Déjà, je vous fais grâce du protocole, on gagne déjà un quart d'heure, hein. Nous savons tous maintenant, et je vais citer Cyrielle, notre secrétaire général, que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. J'ai donc souhaité maintenir notre soirée des vœux, ce moment de convivialité tant attendu chaque année, malgré cet éloignement physique imposé. Oui, pour moi, cela reste un moment très imparfait. Hélas, je ne pourrai pas, comme j'aime tant à le faire, vous prouver mon affection par une généreuse accolade. Très imparfait, certes, mais toujours mieux que rien, car je souhaite faire vivre ce lien unique qui nous lie, matérialisé par les box que vous avez reçus. Ce lien, cette solidarité sont essentiels, surtout dans cette période complexe pour beaucoup d'entre nous. Être chef d'entreprise, c'est affronter quotidiennement les risques et les incertitudes de notre monde, aujourd'hui plus que jamais. Heureusement, et vous avez ça de manière innée, cet instinct de survie, cette faculté à savoir rebondir, qui vous permet de vous adapter à la situation. Je vous sais visionner et réagir, je connais votre courage. L'intervention de Marc Halévy nous rappelle que les changements que nous vivons sont inévitables. Ils nous obligent à repenser notre relation au monde et à ses ressources. Dans le tourbillon que nous vivons, nos concitoyens, nos collaborateurs et surtout notre jeunesse s'interrogent. Ils sont et seront toujours en quête de sens. À la CPME, nous avons dû innover pour continuer à donner du sens à l'action entrepreneuriale. Alors que les collégiens, les lycéens et leurs enseignants ne peuvent plus sortir de leur établissement, nous avons fait rentrer l'entreprise dans les écoles en utilisant les technologies numériques. Nous continuerons à donner le goût de l'aventure entrepreneuriale, le respect de la valeur travail, de la parole donnée et de l'exigence. Nous pousserons les jeunes à croire en leurs capacités, à croire en leur futur, à avoir foi en l'avenir de nos entreprises et de notre société. Chers adhérents, chers amis, vous êtes des citoyens du monde, des acteurs de l'intégration des générations futures. Vous savez donner du sens au travail, et pour ça, je vous dis bravo. Merci aux chefs d'entreprise investis dans la cité. Merci à nos mandataires, eux qui s'impliquent pour représenter leurs collègues dans les différentes instances où nous siégeons. Merci à nos élus et à nos partenaires de nous avoir suivis sur l'ensemble des actions que nous avons dû réinventer. JPME, événements anciens nouveaux sur Saint-Étienne et sur Roanne, le golf, les Olympiades, Rapprochons les mondes, rencontres entre adhérents, le pôle femmes, les petits déjeuners de l'actualité sociale, les formations mandataires. Sans vous, chers partenaires, nous ne serions rien. C'est dans la diversité que nous savons où sont nos amis, et vous nous avez prouvé votre fidélité en apparaissant à nos côtés dans le film d'invitation. Cette année, nous avons initié 2 nouveaux projets. Vous avez noté tout à l'heure le démarrage de notre pôle industrie, et il y en a un deuxième, et je prends mon élan pour vous le dire. C'est notre road trip rouennais. Vous aurez compris que ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom, mais je voulais vous parler de ces 2 actions qui furent des vraies réussites cette année. De plus, avec nos partenaires économiques territoriaux, nous avons su innover collectivement. Avec CARE, par exemple, le portail qui recense toutes les aides, nous nous sommes réunis tous derrière la CCI. Enfin, nous avons su, avec nos branches partenaires, soutenir les adhérents dans la tourmente. Je souhaite maintenant vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez. Malgré les difficultés de cette année,
Vous nous êtes restés fidèles. Nous comptons avec bonheur plus d'adhérents en 2020 qu'en 2019. C'est incroyable. J'ai conscience de la responsabilité que cela nous impose. Des combats, nous en avons gagné pour vous en 2020. Notre organisation, au travers de notre président national, François Asselin, s'emploie au quotidien à dialoguer avec le gouvernement pour vous défendre. Je citerai pêle-mêle le fonds de solidarité, les PGE, les baisses des impôts de production, le chômage partiel, la prise en charge formation. Ces mesures, c'est à la CPME que nous les devons. Et nous continuerons à nous battre pour vous, vos salariés et vos entreprises. Sachez aussi qu'au niveau régional, un lien solide est tissé entre François Turquois et Laurent Wauquiez au profit de nos entreprises. Merci, cher François, qui nous regarde en ce moment même, de porter notre voix à ce niveau. Et pour notre territoire, je m'y engage. Nous continuerons à être à votre écoute, à vous soutenir, à vous accompagner, à porter haut et fort votre voix et l'étendard des PME. En 2021, je continuerai à être à vos côtés, à vous soutenir. Malgré la diversité, malgré l'injustice de la situation, soyez certains de pouvoir compter sur nous. Vous resterez mon combat, vous resterez notre combat. Aussi, pour la nouvelle année, je souhaite tout d'abord une santé clémente pour vos entreprises, vos collaborateurs, vos familles et vous-même, car je sais à quel point cet élément est vital pour bâtir l'avenir. Je pense d'ailleurs aux malades, notamment ceux touchés par la Covid, à nos soignants, à qui je souhaite remercier pour leur dévouement. Je vous souhaite une année remplie de bonheur, de rencontres, de réussite, de joie de vivre, comme le disait Marc tout à l'heure, de projets inspirants, et je vous souhaite de l'énergie pour donner du sens à vos engagements. Je souhaite remercier également notre équipe de partenaires, d'administrateurs impliqués et de permanentes engagées à nos côtés. Je formule le vœu également que cette nouvelle année soit celle de notre rebond économique, celle du retour de nos libertés et celle d'une certaine insouciance, je dirais, d'une certaine joie de vivre qui fait que la vie vaut d'être vécue. Je vous dis donc au plaisir de vous retrouver rapidement autour d'un café, d'une table de restaurant, d'une soirée en discothèque, à un spectacle, au cinéma, au bowling, dans un club de sport, un escape game, au stade, à une inauguration, à une manifestation culturelle, à un concert. Et j'en profite pour faire un clin d'œil la directrice du Zénith qui se trouve juste en face de nous et qui nous écoute également en ce moment même. Tous ces lieux de convivialité me manquent et vous me manquez aussi. Chers amis, je vous l'avais promis, j'ai fait quoi? Et je vous laisse sur une dernière citation qui, je trouve, est de circonstance. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Merci pour votre écoute. Et maintenant, je me tourne vers nos deux animatrices de la soirée pour connaître la suite du programme. Bien, tout d'abord, merci Daniel. Merci pour ce discours inspirant pour l'ensemble de nos adhérents qui nous écoutent ce soir. Et puis, merci d'avoir fait court. Alors, juste avant de passer à notre second temps fort, est-ce qu'on a des remarques? Alors déjà, des remarques visuelles sur nos écrans, puisque je vois plein de gens applaudir, lever les pouces. Donc, un grand bravo et merci à toi, Daniel. Je relèverai aussi une remarque d'Alexandra qui nous cite Victor Hugo. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Il est temps, Marie-Odile, je crois, de passer à notre after. Bon, ouais, ça... Alors oui, Nathalie, je sais que lors des vœux de la CPME, on aime les moments de partage qui nous ramènent à l'essentiel. Cette année a beau être hors norme, nous avons souhaité conserver cet esprit de convivialité et de festivité. Nous nous sommes donc réinventés et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Jean Verger, qui est spécialiste de l'accord des mets et des vins. Bonsoir Jean. Bonsoir Marie-Odile, bonsoir Nathalie, bonsoir Jean. À tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Jean. Jean, comme tu le sais, nos adhérents ont tous reçu un coffret comprenant chacun un ballotin de chocolat du Chocolat des Princes,
un ouvre-bouteille logoté à la CPME 42 et une bouteille de vin, soit vin rouge, soit vin blanc. Au total, 4 appellations que tu nous as recommandées. Ces 4 vins nous proviennent de nos cavistes, œnophiles, les domaines qui montent, Pampille et les contrebandiers. Alors, Nathalie, vous tous sur le plateau, chers adhérents derrière vos écrans, préparez vos verres, votre tire-bouchon, vos mets recommandés dans le coffret, charcuterie, fromage, plus que quelques minutes de patience avant d'ouvrir vos bouteilles. Jean va nous parler tout d'abord de l'accord des mets et des vins. Tout un programme, Nathalie. Ah, mais moi, je commence à en avoir les papilles qui frétillent. On est totalement impatients. Alors, Jean va effectivement nous projeter quelques slides pour nous permettre ensuite de profiter pleinement de cette dégustation en toute intelligence. Il va donc nous donner quelques secrets de ces accords mets et vins. Oui, Jean, alors, es-tu oui, prêt? volontiers, mais j'arrive pas à partager. J'ai pas l'ouverture du partage. Alors, les joies du direct. Ouais, Voilà, l'animateur maintenant a- normalement c'est bon, Jean. Tu dois avoir le partage pour pouvoir effectivement nous Je partager vais tes pas. documents Ah voilà, je l'ai. riches d'informations. Accords, mets et vins. Pour nous, Français, ça nous tient à cœur hein, quand même. Culturellement, c'est important pour nous. Jean, c'est à toi. Nous avons accès à ton écran. Merci Marie-Odile. Donc, eh bien, on va continuer dans le profil de ce que nous a donné Marc tout à l'heure. On va essayer d'augmenter notre joie de vivre. Et d'augmenter notre joie de vivre, eh bien, ça va être encore prendre plus de plaisir avec les mets et les vins. Alors, quand on parle mets et vins et plaisir mets et vins, on va parler gastronomie. Et quand on parle de gastronomie, le début de la gastronomie, c'est le début du 19e. Et le premier bouquin qui fait date, c'est la physiologie du goût de Brillat-Savarin. Brillat-Savarin écrit tout un livre sur la physiologie du goût et il commence son livre par 20 aphorismes. Et dans ces 20 aphorismes, il y en a un sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est le 20e. Et dans le 20e, comme vous le voyez, il nous dit convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Et c'est effectivement ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter notre bonheur et d'augmenter notre joie. Et ça, on va pouvoir l'augmenter au cours d'un repas quand on fait les belles harmonies entre les mets et les vins. Car si on fait des assemblages aléatoires entre les mets et les vins, eh bien, très souvent, on dévalorise notre bonheur. Le principal élément pour réussir ces harmonies mets et vins, c'est d'analyser la structure gustative des vins, la structure gustative des mets. Cette structure gustative, bien sûr, c'est une infinie sensibilité, la gustation. Mais on a, depuis pas mal de temps, pris 5 prototypes qui représentent toutes ces sensibilités. Et ces 5 prototypes, vous les connaissez bien. Et c'est ça, la gustation. C'est l'acidité, la sucrosité, l'amertume, le sel et l'umami. Alors, l'umami était un peu moins connu, ça nous vient du Japon. C'est en fait du glutamate de sodium, donc une sensation de sucre pour le glutamate et une sensation de sel pour le sodium. Alors, on va l'enlever, l'umami, parce que en fait, la sensation sucre et sel, on va la retrouver avec notre sucre, avec notre sel qu'on connaît bien. Et puis, si vous voulez, je vais enlever aussi le sel, car le sel est un exauceur de goût, et cet exauceur de goût, eh bien, quand il est bien en bonne proportion, on ne le perçoit pas. Un plat bien salé, c'est un plat où les saveurs du plat sont exaucées, mais où vous ne percevez pas le sel. Vous le percevez s'il y en a trop, c'est trop salé. S'il y en a pas assez, ça manque de sel. Mais s'il y a juste ce qu'il faut, on ne le perçoit pas. Donc, si vous voulez, on va utiliser pour faire ces harmonies essentiellement 3 prototypes et j'enlève le sel et l'umami. En enlevant le sel et l'umami, je garde l'acidité, la sucrosité et l'amertume. L'amertume, en matière de vin, c'est surtout dans les vins rouges avec les tanins. C'est les tanins. En ce qui concerne ces 3 éléments, l'acidité et la sucrosité, vous allez la trouver aussi bien dans les vins blancs que dans les vins rouges. Et ça, c'est lié avec la météo. Et puis, l'amertume, c'est les tanins. Et les tanins, on les trouve essentiellement dans les vins rouges, un tout petit peu dans les vins blancs, un petit peu dans les vins rosés, mais essentiellement dans les vins rouges. La grosse différence entre les vins blancs et les vins rouges, c'est que dans un, il y a du tanin et pas dans l'autre. Alors,
Cette structure gustative, eh bien, elle va être liée à deux éléments, aux éléments climatiques et aux éléments météo. L'élément climatique, la France, si on prend la France, on prend le 45e parallèle que vous avez là, qui passe en gros Bordeaux-Valence, et puis on prend le méridien de Paris qui passe bien sûr à Paris et à Carcassonne. Ça nous coupe la France en quatre. Et quand on a coupé la France en quatre, ça correspond à peu près à nos quatre grands climats. On a un climat océanique septentrional, jamais tellement chaud, jamais tellement froid, et de l'humidité souvent. On a un autre deuxième climat océanique méridional. Là, c'est pareil, on aura de l'humidité, mais on aura plus de chaleur et on n'aura pas trop de froid. Et puis, on a le continental, qu'on connaît bien parce que c'est où on est. Et ce continental, jamais tellement humide, mais par contre, froid l'hiver et chaud l'été. Et puis, le Méditerranéen, c'est doux l'hiver, sec et chaud l'été et les pluies par orage. Voilà nos quatre grands climats et qui vont nous apporter quatre styles de vin. Ces quatre styles de vin, ça correspond à nos grands vignobles. Et nos grands vignobles océaniques septentrionales, ben c'est la Loire jusqu'en Touraine. Hein. Après, vous voyez, on passe en continental. Sancerre qui est ici est continental. Donc, Touraine. On aura l'océanique méridional, où là, on va trouver bien sûr tout le vignoble bordelais, mais aussi les vignobles du sud-ouest. Continental, une grande partie continentale, bien sûr, Beaujolais, Bourgogne, et à côté Beaujolais-Bourgogne, vous reconnaissez les vignobles qui sont ici, Forez et Rouennais. Et puis, on aura Sancerre, on aura Chablis, on aura l'Alsace. Et puis, un peu plus gris, on a les vignobles de montagne plus frais, Savoie-Jura et d'Auvergne. Et puis, notre quatrième zone de vignobles, eh bien, c'est les vignobles méditerranéens avec le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône méridionale, la Provence et la Corse. Vous voyez que j'ai laissé là une petite zone en jaune, car cette petite zone en jaune, eh bien, elle est en train de changer de climat, car avec le réchauffement climatique, on a récupéré plus d'1 degré. Actuellement, on est à 1,5 degré, 2 degrés. Il faut savoir que quand on prend 1 degré de plus de température en moyenne, on remonte la limite végétative de 150 km. Donc aujourd'hui, la vallée du Rhône septentrionale, qui était continentale, est en train tout doucement de muter sur le Méditerranéen. L'influence climatique, donc, a une grosse influence sur la structure gustative des vins. Et si on parle de vin blanc et de vin rosé, les vins rosés fonctionnent comme les vins blancs. Si on parle de vin blanc et de vin rosé, on a essentiellement deux dimensions, l'acidité et la rondeur. Vous voyez que les tanins sont très pâles, vous lisez après le tanin, car dans les vins blancs et dans les vins rosés, il y a un peu de tanin, mais pas beaucoup. Les deux dominantes, c'est l'acidité et la rondeur. Et cette acidité va être dominante dans la partie septentrionale. On a moins de chaleur, on a un peu plus d'humidité. Pardon. Et puis, par contre, dans la partie méridionale, eh bien, la dominante, ça va être la rondeur. Donc, chaque fois qu'on aura un vin septentrional, de même millésime, hein, bien sûr, il sera toujours plus vif. Quand on aura un vin méridional, il sera toujours plus rond. Et puis, si on tient compte du méridien de Paris, eh bien, ce méridien de Paris va nous donner une France océanique, et la France océanique va nous ramener de la fraîcheur, et ça va nous ramener de la vivacité. Alors que la France continentale, elle nous ramène de la chaleur, il fait très chaud l'été, aussi bien en continental que de la Méditerranée. On aura 4 structures gustatives qui correspondent à nos 4 régions françaises. Pour les vins blancs et les vins rosés. Les océaniques septentrionaux, on aura des vins blancs secs soutenus par de la vivacité. Océaniques méridionaux, on aura des vins blancs secs soutenus par de la rondeur. Continental, on aura des vins ronds soutenus par de l'acidité. Et méditerranéen, on aura des vins ronds soutenus par de la rondeur. Vous voyez que c'est 4 quarts de France. Et vous savez qu'il faut aller crescendo dans les dégustations et on va aller du plus sec au plus puissant. Si on va du plus sec au plus puissant, si on goûte une bouteille de chaque quart de France, on commencera par goûter les océaniques septentrionaux, puis les océaniques méridionaux, on continuera par les continentaux pour terminer par les méditerranéens. Et là, pour vous rappeler facilement de l'ordre de dégustation des vins, eh bien, vous pensez au N que j'appelle inversé, c'est-à-dire un N que j'ai écrit gauche-droite. Hein. J'ai inversé la gauche et la droite, et ça me fait un N inversé. Donc, l'ordre de dégustation des vins blancs, c'est le N inversé. Pour les vins rouges, on a la même structure gustative en ce qui concerne l'acidité et la rondeur. Vous voyez que c'est exactement pareil que pour les vins blancs. Mais par contre, pour les vins rouges, là, vous voyez apparaître les tanins. Et les tanins sont très présents. Mais dans chaque quart de France, on aura des structures tanniques différentes. Océanique septentrionale, on aura des tanins fins et délicats. Continentale, on aura des tanins ronds et soyeux. Océanique méridionale, on aura des tanins structurés, puissants, importants. Et méditerranéen, on aura des tanins importants et ronds. Vous voyez, ça nous donne 4 structures différentes au point de vue des tanins. Et les vins rouges, on ne les goûte pas dans le même ordre. Les vins rouges, on commencera par l'océanique septentrionale, mais on continuera par le continental.
puis on ira déguster les océaniques méridionaux pour terminer par les méridionaux. L'ordre des vins blancs, c'était le N inversé. L'ordre des vins rouges, c'est le Z. Et on va aller du plus souple au plus structuré. Il y a 3 exceptions qu'il faut citer. Ces 3 exceptions, c'est parce que la structure gustative n'est pas le facteur dominant dans la structure du goût des vins. C'est la structure du goût des vins, c'est l'élaborateur qui donne sa structure. Que vous preniez les champagnes ou les créments, les vins liquoreux ou les vins doux naturels, eh bien c'est l'élaborateur qui détermine la structure sucre du vin. Donc c'est pas lié avec le climat. Donc ça marche un petit peu différemment. Pour les mets, on va les classer de cette manière-là. On classera tout ce qui sort de l'eau, crustacés, coquillages, poissons, on les classera suivant le sel, les lipides et le fumage. On ira du plus maigre et du plus salé au plus gras et au plus fumé ou au plus épicé. Pour les charcuteries, on opposera les sèches et salées aux grasses fumées et épicées. Pour les viandes, on les classera par importance de myoglobine. La myoglobine fait partie de la famille des protéines et ces protéines, c'est ce qui apporte la couleur rouge dans la viande. Plus vous avez de protéines dans une viande, plus la viande est rouge. Donc les viandes, c'est assez facile à gérer. Vous allez avoir la couleur de la viande qui va vous aider. Les viandes blanches, vous avez peu de protéines. Et plus la viande est rouge, plus vous avez de protéines. Et on verra après l'application. Pour les fromages, on les classera par variété de lait, chèvre, brebis, vache, et par méthode d'élaboration et d'affinage. Et puis les desserts par couleur, structure, acidité, sucrosité. Quand vous connaissez ces règles de fonctionnement, on peut avoir des tableaux d'harmonie. Et ces tableaux, vous les avez reçus. Vous les avez, donc vous pouvez les regarder chez vous et vous pourrez les garder chez vous. Et ces tableaux, vous voyez que pour les poissons, par exemple, on verra ça de la même manière pour les autres, on va partir des mets les plus secs et les plus salés, les plus maigres et les plus salés, pour aller sur les plus gras et les plus fumés. Donc on va du maigre et salé au gras et épicé. Donc, on passera à coquillage, crustacés, poisson maigre, poisson gras, poisson fumé. En face, bien entendu, je vous proposerai de goûter des vins blancs. Et ces vins blancs, on va les classer dans l'ordre que l'on a vu tout à l'heure du N inversé. Océanique septentrional, océanique méridional, continental, méditerranéen. Et vous lisez le tableau verticalement et vous avez l'influence climatique qui va bien se marier avec votre mets. Si vous prenez des coquillages, prenez plutôt un vin blanc océanique septentrional. Si vous prenez un poisson gras et fumé, prenez plutôt des méditerranéens. Sur les poissons, vous pouvez avoir une sauce. Si vous prenez par exemple une langouste nature, vous aurez pris de l'océanique. Si c'est une langouste armoricaine, sauce relevée et épicée, on prendra du méditerranéen. Quand la sauce domine le plat, on tient compte de la sauce. Mais vous voyez, ces tableaux vous permettent d'envisager la bonne structure gustative entre le vin et le mets, celle qui correspond entre les deux. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux et vous l'avez avec ces tableaux. Et ça vous donne en plus la température idéale de dégustation. On goûtera plutôt à 8 degrés de ce côté-là, à 12 degrés et intermédiaire entre les deux. Les charcuteries, ça va être la même chose. Les charcuteries, on les classera des plus sèches et des plus salées, des plus maigres et des plus salées. On ira sur les cuites et salées, les cuisinées et douces, les cuites et goûteuses, pour terminer par les plus grasses, les plus effumées et les plus épicées. Avec, je vous encouragerais plutôt de goûter des vins blancs, ce qui n'est pas forcément l'habitude de tout le monde. Mais goûter les vins blancs, vous verrez que ça se passe très bien. Bien sûr, c'est la même règle des vins blancs, c'est le N inversé, donc dans le même ordre, et vous lisez verticalement et vous avez l'influence climatique qui marche bien avec votre vin. En principe, il n'y a pas de sauce, on passe les sauces et ça vous donne la température de dégustation de la même manière. En ce qui concerne les viandes, vous vous rappelez, c'est la myoglobine, les protéines qui va donner la couleur de la viande. Donc, quand vous avez une viande blanche comme les volailles et les lapins, vous avez peu de myoglobine, peu de protéines. Et puis, vous voyez que la viande est un petit peu plus soutenue, un peu plus rose, un peu plus rouge, et vous arrivez à du noir. Et là, ça veut dire que vous avez beaucoup de protéines. Et quand vous avez beaucoup de protéines, en face, il faut des tanins. Donc, quand vous avez des viandes blanches, il faut des vins avec peu de tanins, et les vins blancs marchent très bien, pour la même raison. Et puis, au fur et à mesure que vous montez, vous irez aller sur des viandes de plus en plus rouges, et vous montrez en structure de vin. Alors, l'ordre d'organisation des vins rouges, vous vous rappelez, c'est le Z. Donc, on commence par l'océanique septentrional, on continue par le continental, puis l'océanique méridional, pour terminer le méditerranéen. Vous lisez verticalement et vous avez l'influence qui va bien. La même chose si vous avez une sauce et que la sauce domine le plat. Si c'est la sauce qui domine, on tiendra compte de la sauce pour faire l'harmonie, c'est-à-dire qu'on prendra du méditerranéen. Par contre, ma volaille sans sauce, juste rôtie, j'aurais pris de l'océanique septentrional, alors que ma volaille basquaise avec des épices et des piments, sauce relevée, je prendrais du méditerranéen.
Ça vous donne la température de dégustation de la même manière. Juste une petite précaution dans les vins rouges. Si vous avez des vins rouges très évolués, même des océaniques septentrionaux, des méditerranéens, Bordeaux, la du Rhône, s'ils sont très évolués, il faut les ramener sur des viandes blanches car ils n'ont plus la structure pour supporter des viandes fortes. Pour les fromages, je vais vous proposer un classement en 4 catégories. Ces 4 catégories de fromages, c'est les fromages de chèvre, qui, en séchant, vont se concentrer en astringence et en sel. Et plus ils sont concentrés à sel, plus il vous faut un vin blanc sec. Donc avec les fromages de chèvre, je vous encourage d'aller sur les vins blancs. Et plus le chèvre est sec, plus il faut un vin blanc sec. Pour les fromages de lait de vache ou de lait de brebis, on fera la distinction entre les pâtes pressées et les pâtes molles. Les pâtes pressées, vous savez, style Comté, Morbier, Reblochon, où on est sur des pâtes plutôt délicates, plutôt fines. Et là, avec ces pâtes délicates et fines, bien sûr, il y a le mariage classique, traditionnel, continental blanc, Bourgogne, Jura. Mais il y a un mariage qui marche très très bien aussi, c'est les océaniques, c'est-à-dire structure tanin. Car là, vous avez plein de protéines dans les fromages et qui vont se marier avec les tanins des rouges océaniques. Troisième catégorie, les pâtes molles. Alors, les pâtes molles qui sont soit à croûte fleurie, soit à croûte lavée, qui sont des fromages d'expression, là, de caractère. Quand il arrive, on sait qu'il est là. Et là, il faudra mettre des continentales à structure alcool. Et plus votre fromage sera puissant et fort, plus il faudra mettre un vin rouge puissant et fort. Et puis, la 4e catégorie de fromage, c'est les persillés. Et les persillés, je vous encouragerais d'aller sur des liquoreux. Alors là, c'est une analogie rond, gras et parfumé, aussi bien dans l'assiette que dans le verre. Voilà pour les fromages. Et puis, on va terminer le repas avec les pâtisseries. Alors, les pâtisseries, je vous encourage à noter cette petite phrase. L'harmonie des couleurs prépare l'harmonie des goûts. Et vous allez, avec des gâteaux blancs, des fruits blancs, eh bien, prendre des vins blancs, tout simplement, secs, traditionnels. Par contre, si le gâteau est très sucré, avec des crèmes au beurre, des glaçages, des pâtes d'amande, eh bien, on montera sur des blancs liquoreux. Pour les gâteaux rouges, les fruits gâteaux rouges, eh bien, on tiendra la différence entre les fruits acides et les fruits doux, fruits acides style groseille, framboise, doux, fraise, cerise. Si c'est des fruits acides, on prendra un rosé sec. Si c'est des fruits doux, on prendra un rosé doux. Et puis, bien sûr, en dessert, on va parler chocolat. Et le chocolat, vous voyez, on va partir des chocolats doux et moelleux pour aller au chocolat très dense, très fort, très puissant, très concentré en chocolat. Et là, je vous encouragerais d'aller sur des vins doux naturels rouges. Et pour des chocolats doux et moelleux, on prendra des vins doux naturels jaunes. Et pour des chocolats très concentrés et très noirs, eh bien, on prendra des vins doux naturels évolués. Et plus le chocolat est concentré, plus il faudra prendre des vins rouges évolués. Règle qu'il faut avoir dans tous les cas, les saveurs ne doivent pas se contrarier ou se neutraliser. Les saveurs doivent aller dans le même sens, en augmentant, correspondre et se faire valoir. Et pour savoir si vous avez fait un bon mariage, eh bien, tout simplement, vous regardez une fois que vous avez mangé le mets, que vous avez goûté le vin, si vous avez toujours en bouche, quand vous avez avalé les deux, si vous avez toujours en bouche le goût du mets et le fruit du vin. Si vous en avez qu'un des deux en bouche, ce n'était pas le bon mariage. Le bon mariage, c'est celui qui valorise les deux, donc vous gardez les deux en bouche. Si vous en avez qu'un, il y en a un qui a écrasé l'autre, ce n'était pas le bon mariage. Voilà quelques règles pour vous repérer et pour avoir encore plus de joie dans vos futures dégustations. Pour terminer, je vous laisse cette réflexion. Les questions sont universelles, les réponses sont culturelles. Et là, si vous voulez, je crois qu'on va passer aux travaux pratiques. Oui, Marie-Odile ? Oui, merci Jean. Merci Jean. Oui, nous allons passer aux travaux pratiques. Alors merci pour ce premier temps d'inspiration qui effectivement a commencé à nous mettre, alors j'ai envie de dire le vin à la bouche, mais pas que. J'espère que chez vous, vous êtes prêts, vous avez préparé vos verres, vos plateaux, vos vins, parce que nous arrivons maintenant au moment que vous attendez tous, l'ouverture des bouteilles. Mais stop, voilà. Pour celles et ceux. Alors attends Jean. Attends, Jean. J'ai une petite minute, Jean, parce que juste avant, pour celles et ceux qui le peuvent et qui souhaiteraient nous faire partager, on le voit déjà sur les écrans pour ceux qui sont à plusieurs, eh bien faites-nous partager les photos de ce temps de convivialité et permettez-vous de les mettre en direct sur le hashtag CPME Loire et envoyez-les sur le site cricher@cpme.fr. Nous allons pouvoir profiter avec vous de ce temps de partage. Et effectivement, maintenant, je vais lancer, c'est Jean qui va lancer l'ouverture des bouteilles. 3, 2, 1, Jean, c'est parti. C'est parti. Allez, on ouvre. Et on ouvre. Marie-Odile, allez, je te laisse faire. Allez, c'est parti. On ouvre nos bouteilles.
C'est parti pour cette dégustation digitale et je crois que ici on a certains bouchons qui nous résistent. Alors Là, on va il faut un passer homme. la bouteille Voilà, vous à avez trouvé Denis. des mains pour les ouvrir. On a trouvé des mains pour les... Alors Jean, on te laisse maintenant pour notre dégustation digitale. On t'écoute. Merci Nathalie. Alors, vous avez reçu une des 4 bouteilles qui ont été envoyées à toute la CPM. Vous avez possibilité d'avoir un vin blanc Touraine Hazel Rideau. Ça, c'est une première possibilité. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'avoir un Saint-Joseph Domaine du Chêne, blanc. Et puis, vous avez certaines personnes qui ont eu des vins rouges. Et les vins rouges, le premier que vous pouvez avoir, c'est... Alors Daniel, lui, il a le Touraine Hazel Rideau, hein, ce que je vois. Et puis, vous pouvez avoir un rouge qui est un grave, qui est le château des Closeaux. Et vous pouvez avoir en rouge aussi un Saint-Joseph rouge du domaine Paray. Alors là, j'ai vu le Bordeaux et voilà le Saint-Joseph. Alors, on va commencer par ceux qui ont le Touraine. Le Touraine Hazel Rideau, donc Touraine Hazel Rideau, on est à côté, en Touraine, bien sûr, on est sur les bords de la Loire, on est au sud-ouest de Tours, et je vais vous proposer d'en mettre un petit peu dans votre verre. Et vous avez peut-être pris avec vous un certain nombre de mets. Si vous avez suivi les propositions qu'on vous a faites, vous avez peut-être avec vous un petit peu de charcuterie. Et alors, commençons par le blanc. Commencez par le blanc. Ceux qui ont le blanc, ceux qui ont le rouge, on va le faire après. Hein. Donc, pour ceux qui ont le blanc, je vais vous proposer de commencer par les charcuteries et le Touraine Hazel Rideau. Alors, sans pain de préférence. Hein. Prenez pas de pain dans un premier temps. Pour ceux qui ont le blanc, vous prenez un petit bout de jambon, jambon sec, hein, et surtout, mastiquez bien. Prenez un petit bout de jambon, mastiquez bien. Quand vous mastiquez bien le jambon, bien là, vous trouvez le goût de la viande. Et si vous continuez à mastiquer, vous trouvez le sel. Le jambon sec va être salé. Quand vous avez bien le sel en bouche, vous avalez et vous prenez un petit peu de Touraine Hazel Rideau. Et là, ce vin qui est relativement sec, bien souple et rond, vous gardez le goût du jambon en bouche, mais par contre, vous n'avez plus le sel. Le sel a disparu. Il faut savoir que l'acidité efface le sel. Donc, partant de là, vous donnez de la valeur au jambon et le jambon est bien plus présent. Et vous avez le fruit du vin sans avoir l'acidité du vin, sans avoir le sel du jambon. On va continuer pour ceux qui ont le Saint-Joseph blanc. Ceux qui ont le Saint-Joseph blanc, en prenez un petit peu, pareil. Alors là, on est très différents. Saint-Joseph, on n'est pas très loin de chez nous, tous, autant qu'on est là. Et vous savez tous où c'est, Saint-Joseph, ne pas vous lever. Et là, on est sur un vin bien plus rond, bien plus plein, bien plus riche. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un petit bout de terrine. Et vous êtes peut-être muni d'une terrine. Prenez un bout de terrine. Alors, ceux qui ont le Touraine, gardez votre Touraine dans votre verre. Prenez aussi un bout de terrine. Prenez la terrine, mastiquez bien la terrine. Jean, Prenez bien le bout de la terrine en bouche. Jean, une petite question. Le pâté en croûte. Que faisons-nous avec du pâté en croûte? Est-ce que ça peut fonctionner? Parce que figure-toi que notre traiteur Florent Gara, qui nous a préparé un petit plateau ce soir, nous a mis un pâté en croûte qui est fait par son fils, voilà, à qui l'on souhaite bonne chance pour sa qualification à la finale du meilleur apprenti de France, section charcuterie traiteur. Et nous allons donc goûter son pâté en croûte. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne très bien, parce que qu'est-ce que c'est qu'un pâté en croûte? En fait, c'est une terrine qui est dans une croûte. Hein. Donc, la terrine, ça va marcher de la même manière. Il faut savoir simplement si c'est une terrine ou un pâté en croûte qui est plutôt fait avec des volailles blanches, ou plutôt avec des gibiers ou des canards qui sont dans des viandes rouges. Donc, si on est sur des viandes blanches, on reviendra du côté gauche des tableaux, c'est-à-dire sur des vins plus légers. Si on est sur des viandes rouges, il faudra monter sur des vins plus puissants et plus riches. Mais ça marchera très bien, et on souhaite bien sûr une belle réussite pour le concours. Merci beaucoup. Alors, si vous avez bien la terrine en bouche, goûtez le Saint-Joseph.
Et alors, le Saint-Joseph, bien plus riche, bien plus plat, pas très fruité, hein, on a beaucoup de présence en bouche. Et quelques instants après avoir avalé le vin, ben, vous retrouvez le goût de la terrine. Alors, ceux qui avaient le Touraine, goûtez le Touraine sur la terrine, et vous verrez que là, ça ne se passe pas très bien. La terrine se heurte au vin blanc qui est plus sec, et vous avez fait un superbe mariage avec le jambon, parce qu'avec l'acidité, il faut plutôt des mets maigres et assalés, alors qu'avec la terrine, il faut des vins plus riches, plus plats, plus gras, style Saint-Joseph, ce qui marche très bien, ça c'était pour les blancs. Vous voyez les deux. Puis on va parler personnes qui ont des vins rouges. Et ceux qui ont des vins rouges, on va prendre d'abord le grave. Alors les graves, on est plus loin de chez nous. Pour ceux qui les situeraient mal, on est au sud de Bordeaux, on est rive droite de Bordeaux. La domaine des Closeaux est à Saint-Pierre-de-Mont, c'est-à-dire tout à fait au sud des Graves, 80 km au sud de Bordeaux. On est sur des sols de graves siliceuses et avec deux cépages, Cabernet Sauvignon, Merlot, bien sûr. Alors, avec les vins rouges, je vous proposerai de goûter des fromages. Et pour ceux qui ont du vin rouge, vous avez peut-être du comté près de vous. Donc, si vous avez du comté, je vous propose de prendre un bout de comté. Comté, fromage, pâte pressée, cuite, donc très délicat, très fin. Quand vous mastiquez bien le comté, alors sans pain de préférence, quand vous mastiquez bien le comté, bien là, vous arrivez sur un côté lactique, un côté très délicat, très fin. Côté lactique, bien entendu, on va être sur des protéines. Et avec les protéines, ben, on va prendre des tannins. Et c'est là où on va pouvoir goûter le grave. Donc, pour ceux qui ont des vins rouges, je vous propose de goûter le grave sur le comté. Là, les tanins se marient avec les protéines de vin. Vous avez le vin qui est rond et souple et vous avez le comté qui reste en bouche. La plupart des vins vont effacer le comté. On va goûter tout à l'heure un Saint-Joseph. Si vous goûtez le Saint-Joseph avec le comté, on effacera le comté. Alors qu'avec un rouge océanique, structure tanin, les tanins se marient avec les protéines et ça fait un mariage qui est fort intéressant. Alors, ceux qui ont en rouge le Saint-Joseph, je vous propose de prendre un bout de brie si vous avez pu vous en munir. Si vous en munissez, le brie, et s'il est coulant, c'est encore mieux, c'est de prendre un petit peu de brie. Fromage plus puissant, plus fort. Là, on n'a pas la structure lactique, le lait. Là, on est carrément sur l'étable. Hein. Il a une bonne présence. Et avec cette présence importante, eh bien, effectivement, je vais vous encourager de goûter le Saint-Joseph rouge. Un bien plus riche, bien plus puissant. Là, vous avez un équilibre haut. C'est-à-dire que le brie est assez puissant en bouche, hein, il est très présent en bouche. Vous avez le Saint-Joseph qui, lui, a une belle présence aussi, avec beaucoup de fruits et très agréable. Et les deux s'équilibrent. Vous avez le fruit du Saint-Joseph, vous avez toujours la présence du brie, sans avoir l'exagération de l'un ou de l'autre. Alors, vous voyez ces harmonies. En ce qui concerne les vins et les mets, on va toujours essayer de trouver un équilibre entre les deux. Là, c'était quelques exemples pour vous permettre de vous repérer. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est de vous servir des tableaux. Vous avez reçu ce genre de tableau. Donc, ce genre de tableau, je vous encourage de les prendre, de les lire, et ça se lit verticalement. Et là, vous aurez toutes les astuces pour faire les belles harmonies, et vous pourrez améliorer votre plaisir de vos futurs repas. Vous savez que quand on se réunit avec des amis ou professionnellement, c'est aussi un moment de convivialité. Quand le repas se passe avec de belles harmonies, eh bien la table est bien plus ouverte, elle est bien plus prête à discuter. Alors si c'est amical ou familial, c'est très sympa parce que les gens échangent bien plus. Mais si c'est professionnel, c'est aussi important, car vos interlocuteurs professionnels avec qui vous êtes là pour affaire vont être bien plus prêts à discuter, bien plus ouverts à la discussion et vous échangerez bien mieux.
Donc, faites attention à vos harmonies, d'une part pour augmenter votre joie, ça c'est le premier point, mais aussi pour faciliter les relations humaines. Je vous remercie beaucoup de votre attention et s'il y a des questions, je veux bien essayer d'y répondre. Jean, un immense merci à toi. Tu as relevé le défi de respecter le temps qui était imparti. On le sait, très très court, hein, mais tu nous as donné énormément d'informations. Que du plaisir, que du bonheur. Et regardez comme nous sommes cohérents dans cette soirée de vœux. Nous avons parlé joie avec Marc Halévy et nous pratiquons la joie tous ensemble en dégustant ces accords et en profitant de ces accords mets et vins. Un immense merci pour tes quelques précieux conseils et de nous avoir accompagnés pas à pas dans cette dégustation. Je terminerai par cette magnifique phrase de Dali qui sait déguster, ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Merci infiniment, Jean. Merci, merci. Merci à tous. Et pour continuer, Jean, Marie-Odile, sur le chat, on a beaucoup de retours intéressants. Brie à la truffe et un verre de Grave, c'est du plus bel effet. Bonne santé à tous. Merci, Jean. Merci, la CPME. Jean, est-ce qu'on pourrait avoir ton support tellement c'est intéressant. Merci effectivement à la CPME pour cette soirée et pour ce challenge relevé. Merci, belle prestation. Bonne dégustation à tous. Très sympa cette prestation et cette dégustation. Voilà, merci beaucoup Jean pour nous avoir enchantés ce soir, enchanté nos papilles et avoir mis effectivement de la joie dans cette soirée. Marie-Odile, il est maintenant temps de clôturer. Alors j'ai le bris sur les genoux qui m'appelle. Je vais momentanément le poser. Voilà, pour terminer avec vous cette soirée, parce qu'il est temps maintenant de la clôturer. Alors Vincent, merci infiniment pour nous avoir prêté ce magnifique plateau. Avec grand plaisir. Et tes locaux. On n'a pas tout visité encore, mais il y a quelques surprises. Permettez-vous de venir, c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup pour vraiment nous avoir permis de faire cette soirée ici. Alors, pour cette soirée, à la régie, un grand merci à l'équipe de Pierre-Alex, d'AF Events. Un grand bravo à toute l'équipe en régie. Et puis, au script, celles qui ont permis ce chat, qui ont permis l'organisation de cette soirée, qui vous ont livré le soir, même tard, nos collaboratrices préférées de la CPME, Clara, Nathalie, Amandine, vous ne les voyez pas. Un grand merci. Alors évidemment, vous l'avez vu, on a le costume, on a le maquillage et on doit tout cela à notre costumière préférée, notre secrétaire générale, Cyrielle Potier-Tarantola. Merci Cyrielle. Merci Denis pour nous avoir inspirés par ton intervention. Merci Daniel pour toi aussi nous avoir donné envie de relever la tête et de continuer ensemble. Merci Marie-Odile pour ton souffle d'engagement et de performance. Merci à toi Nathalie pour ton professionnalisme et ton sourire. C'était un réel plaisir de collaborer avec vous tous sur la préparation de cette soirée. Alors ensemble, nous venons de vivre une soirée où nous nous sommes réinventés en équipe. Vous pouvez regarder ce replay dès demain matin sur la même adresse que celle que vous avez. Et puis, un grand merci à vous tous, chers adhérents, chers partenaires, chers publics. Merci à tous ceux qui étaient présents, qu'on a pu regarder en images ce soir. Merci à tous d'avoir été présents avec nous ce soir. Nous espérons que cette soirée vous aura rappelé combien à la CPME vous êtes notre force vive, vous êtes notre raison d'être et qu'ensemble nous œuvrons les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et nous terminerons cette soirée par cette citation d'un acteur disparu aujourd'hui qui nous dit « Plus on partage, plus on possède ». Et c'est là le miracle. Excellente soirée à tous, à très très bientôt et bonne dégustation. Bonsoir. À bientôt à tous. Juste un dernier mot, si tu le permets, Nathalie, avant que vous partiez. Je voulais vraiment vous remercier de votre présence. On a essayé d'être originaux. Et je voulais faire un petit coucou avant que vous nous quittiez à Laurence Bussière, qui est la directrice du Palais des Congrès. Parce que depuis qu'on a créé cette soirée des vœux, chère Nathalie, chère Marie-Odile, on l'avait toujours fait là-bas. Cette année, on est dans des circonstances particulières, mais je voulais lui dire qu'on pense bien à elle parce que je sais qu'elle nous regarde. À très bientôt et merci à tous de votre présence par vidéo
interposées. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au Et à revoir. très très bientôt. Bonsoir.